Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Dans le dernier numéro de Parole de moucheur, on a pas mal parlé de l'école de pêche franco-suisse. Donc pêche à distance, long bas de ligne, nymphe légère. C'est la truite qui se déplace pour prendre la nymphe, vous avez compris tout ça. Mais je me suis dit quand même, on a fait l'école franco-suisse avec Jean-Marc Saumarez. Ce serait quand même bien d'aller voir en Suisse pour faire le complément niveau suisse. Donc, c'est un grand plaisir ce soir de vous présenter quelqu'un qui est discret, parce qu'il passe sa vie au bord de l'eau comme tous les grands pêcheurs. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous présenter Ricardo, et accompagné d'un superbe cadeau que tu vas retourner et t'introduire grâce à cette... Merci, Stan. Tu l'avais pas vu, donc... Non, je l'avais pas vu. Écoute, merci. Avec plaisir. Super, magnifique. Je vais la montrer, quoi. Montre-la à la caméra et puis raconte-nous un peu, voilà, les zébrés, ton style de pêche, généralement, qui tu es, où tu agis. Bah écoute, qui je suis? Bah écoute, moi c'est Ricardo, j'ai 42 ans. Ça fait maintenant 25 ans, 26 ans que je pêche. J'ai commencé j'ai commencé la pêche à Genève. Pêcher canne cadre. C'était bien, c'était une technique... c'est une technique redoutable. On parlera de l'année là après. Ouais, non mais... On va pas le louper. Très bon pêcheur. Et puis t'as vrillé sur la mouche. Écoute, j'ai découvert... plus que vrillé, apparemment. J'ai beaucoup plus que vrillé. Il y en a un et... il m'a mis la tête à l'envers avec la pêche à la mouche, quoi. Il y en a plus d'un qui ont mis leur vie. Ouais. J'ai envie de compter. Non, mais écoute, il y a il y a plus de 20 ans maintenant. La pêche à la mouche, c'est devenu... je sais pas, c'est devenu ma vie, quoi. Ouais, c'est pire que la religion. C'est pire parce que je dors pêche à la mouche, je mange pêche à la mouche, je rêve nymphe à vue, je vois des grosses zébrés en place dans les courants qui se décalent. Souvent, les mois de juillet, août, c'est les 2 mois que je préfère. Bien sûr, le mois de juin, il est incroyable, mais juillet, août... Ouais, t'aimes bien te faire mal, toi. Ah ouais, non, mais c'est ma pêche, tu vois. Mais juillet, août, moi, souvent, quand je rentre, tard, je ferme les yeux, je vois des truites. Je te comprends. Non, mais... je suis là et je vois des truites. Et je m'endors souvent en voyant des truites. Mais du coup, pour t'orienter, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder, on va essayer d'organiser ça. J'aimerais repartir en fait sur ta pêche de base, de cœur, donc le Rhône à Genève, qui est connu pour nous Français, les lacustes, tout ça. Alors, explique-nous un peu comment tu as commencé là-haut. Est-ce qu'il faut monter sur des échelles? Est-ce que c'est du street fishing? Comment ça a évolué, toutes ces lacustes? Alors, je t'écoute. C'est vraiment du street fishing dans son plus simple appareil. C'est du street fishing. Tu pêches en ville. Mais c'est trottoir, échelle, clochard, canard, pigeon, canette... Tout ce que tu viens de dire, t'as tout. Sérieux? C'est même pas un cliché, quoi. Non, tu pêches sur des structures, tu pêches sur des barrières, tu montes sur une barrière, il y a des gens qui passent 3 mètres derrière toi. Tu leur fouettes dans la tête. Ouais. Ah non, écoute, ceux qui le font, ils ont déjà un petit peu de métier, puis ils le font correctement. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait personne. Ouais. Mais là, il faut un peu dater dans les paroles de moucheur. Tu as commencé en 90 Non, 97. En 97. 97, voilà. Putain, ouais. Alors là, fais-nous le tableau. En 97, quand tu commences, tu vois des centaines de lacustes, l'Alaska, c'est quoi? Il n'y avait pas beaucoup il y avait personne qui pêchait à vue. Très peu, ça se voyait pas. Les gens qui pêchaient à vue, il y en avait très peu. Attends, il faut planter le tableau. C'est une eau qui est tout le temps claire? Alors, elle est devenue de plus en plus claire. Avant, elle était... avant le barrage, parce qu'il y a un grand barrage, c'est le barrage du Seget, qui est en plein milieu de la ville. Avant le barrage... bon, c'est pas le barrage qui a éclairci l'eau, c'est l'arrivée des moules qui... Non, juste par la filtration des moules? Ouais. C'est les moules qui filtrent l'eau. Bon, et puis... Bonne nouvelle pour la pêche à vue, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas les stocks de poissons. Ouais, mais c'est surtout pour les fonds que c'est pas bon. Mais tu veux dire ça teinte jamais ou quand il y a des grosses pluies? Alors, ça teinte quand il y a la bise, parce que ça brasse dans le petit lac. Ouais, phénomène lacustre, quoi. Ouais. Ça brasse, donc il y a des particules en suspension, le lac il blanchit. Ok. Et d'ailleurs, les pêcheurs du lac, ils connaissent bien le phénomène, parce que quand ça blanchit, ça amène du poisson fourrage en surface, et les truites viennent les manger. Ça, c'est sur le petit lac et le grand lac. Super intéressant pour des pêcheurs de rivière. Là, on rentre aussi dans le lacustre. C'est un monde à part. Après, dans le temps, il y avait le lac, il devenait rouge.
Ouais. Il y avait des plaques rouges. Ne me dis pas que c'est des chironomes, quoi. Non, c'était le sandy bourguignon. C'était la floraison d'une algue. Ah ouais? Ah, c'était une algue. Ouais. C'est super intéressant. Et il y a de moins en moins. Ça doit faire 15 ans que j'ai pas vu. Mais là, pour recentrer, en 97, toi, en infavue, tu vois une lacustre comme ça facilement ou il faut quand même comprendre... ça se voyait, on en voyait parce qu'il y avait déjà du rempoisonnement sur le lac, sur le Rhône-Ville. Mais c'était pas comme ces dernières années, il y en a eu plus parce qu'il y a de moins en moins de poissons. On parle de rempoisonnement de fario, on n'est pas comme en France sur de l'arc-en-ciel. Non, c'est que de la fario. De temps en temps, il y en a une dans l'eau, mais c'est très rare. Et qui grossissent en lac, ces rempoisonnements Alors, il y a des poissons qui tiennent, qui restent d'une année à l'autre. Il y a des poissons qui montent sur le petit lac, qui redescendent, et qui deviennent très belles. Je veux dire, bon, c'est des poissons, quand elles sont mises, quand elles sont... quand ils nous font du rempoisonnement, c'est du poisson de cirque. Je veux dire, c'est des poissons, souvent, d'une qualité qui laisse à désirer. Des fois, il y a des qui sont très très belles, mais au niveau de la bagarre, quand tu tiens un poisson... Ah, tu le vois tout de suite, c'est pas une native, quoi. Non, mais c'est des paneuses, quoi. Tu la ramènes... Des paneuses? Des panos. Panos, parce que tu vois, il faut que tu traduises un peu pour nous. Panos, c'est une serpillière. Ah ouais. Tu sais, tu la ramènes... Oui, ouais, t'es revers, quoi. Il n'y a rien. Par contre, ce même poisson, tu la piques une fois, 2 fois. Alors à Genève, en Suisse, t'as pas le droit. Parce que tu dois... On joue pas avec les poissons. Tu dois tout tuer là sur les quais. Alors, tu dois tout tuer. Non, tu dois pas pêcher. Tu pêches pas dans un but de faire du no-kill. Le no-kill est interdit en Suisse. Donc on ne joue pas avec les animaux. Ouais. C'est quelque chose avec lequel je suis 100% pour. Non mais on t'écoute. Après, tu pêches dans un but de conserver ton poisson. Après, le pêcheur a le droit de relâcher un géniteur qu'il estime un bon géniteur. Ouais. C'est un bon géniteur pour l'espèce. Pas tuer la reproduction, il y a quand même une philosophie. Ouais, mais bon, les remises, celles qui sont introduites, elles sont introduites pour être prélevées. Ouais. Mais c'est de la viande, clairement. Voilà, après, il y a l'art et la manière. Je veux dire, quand tu pêches sans ardillon et que tu y vas du bout de la canne, tu sors pas le poisson de l'eau et qu'en un petit coup de scion, tu décroches ton poisson, il y a matière à discuter. Et après, il faut savoir que ceux qui le font, ils le font pour une raison. C'est que ce poisson-là, qui vient d'être relâché pour être pris, si elle a une petite chance de tenir... Et si tu as la chance de la recroiser 6 mois après... Elle peut être énorme grâce au lac. C'est pas qu'elle peut être énorme, c'est qu'elle prenne entre 6 et 10 cm par année. Putain, d'accord. Donc un poisson qui est remis à 45, au mois de mars, fin de saison, elle fera 50, 52. Ouais, ça fait et puis, c'est un ballon de rugby. Puis des nageoires de dingue en lac. Alors elles reprennent très vite les nageoires, elles reprennent des couleurs magnifiques. J'ai des photos, je te les envoie. Ouais, on illustrera avec des photos. Ouais. Et puis, c'est des poissons que, au niveau de la bagarre, ça n'a rien à voir. Mais alors, attends, on va insister. Donc, tu commences en 97, tu as sûrement eu un maître, donc nymphe à vue, tu arrives à avoir une truite. Comment ça s'attaque une lacustre? Au streamer, au gamard? Parce que explique-nous, on ne connaît pas ça. Tu vas rigoler, moi j'ai attaqué à la pagliaretta. Les noyés, la pagliaretta? Ouais. Putain, excellent. Les premières truites que j'ai prises... On est en 97 aussi. Hein. Ouais, les premières truites que j'ai prises au Rhône... au pont sous terre. Ce que tu appelles au Rhône, c'est le street fishing de Genève. C'est le street fishing de Genève. Voilà, tu as le barrage, c'est la réserve. En aval du barrage et en amont. Et puis en aval du barrage, tu as la réserve. Et en aval, tu pêches jusqu'à la jonction du Rhône avec l'Arve. Okay. Et là, tu pêches tout le long. Et l'eau, elle est claire. Donc tu vois au milieu du Rhône, il y a 5 mètres de fond, tu vois le fond. Putain. Et alors, avant, quand je te dis avant, c'est les années 2000. Tu voyais du poisson. Il y en avait. En fait, c'est du poisson de passage. Les lacustres, c'est du poisson. Oui, ça passe. C'est pas comme une faréo sur la Vienne où le c'est du passage. Ça avance, quoi. Il y a des périodes où elles restent. Elles tiennent le poste un petit moment. Tu vas la retrouver d'un jour à l'autre. Tu vas la retrouver pendant une semaine, 10 jours. Tu vas retrouver ce poisson qui va être un peu plus haut. Ou alors elles montent dans la réserve parce que certaines, elles savent lire. Ces truites, elles savent lire parce qu'elles se tiennent dans la réserve. Rouges. J'ai des petites histoires. J'ai des petites histoires incroyables. Des poissons que je vois là, comme je vois cette magnifique boîte. Ce poisson-là, je le vois. Il est là. Le jour de l'anniversaire de ma maman, je courais pour aller à la fête et je lui dis au revoir parce qu'elle est dans la réserve, tu vois. Et je rentre à la maison. Puis on est là, on chante joyeux anniversaire. Puis je prends mon téléphone, je vais sur Facebook.
puis je vois la truite au sec Ah putain. en expo. Tu vois. Ouais. Puis je dis, super quoi. Et donc sur une palareta en 97, mais palareta à vue, en noyer, stripper. Alors c'était à vue. Ah déjà. Ouais, c'était déjà à vue. Puis bon, c'était pas. On peut pas dire que ce soit une pêche compliquée parce que ces poissons-là, elles descendent du lac, elles ont jamais vu de nymphes. Tellement l'élément est énorme, il n'y a pas une pression. Comme là, non, elles voient des cuillères passer, elles voient des trucs passer. Il y a un milieu énorme, c'est pas. Voilà, et puis là, en plein milieu de la ville, tu vois, il y a du mouvement, ça bouge. Ah, elle voit aussi de l'humain passer à il y a des gens qui passent. Des berges avec des souches, machin, où il y a moins de monde qui passe. C'est un endroit où, avant, il y en a toujours eu, mais pas autant. Là, depuis, on va dire, 10-15 ans, énormément de gamards. Énormément. Et puis, il y a 3-4 espèces de gamards. Puis, ils sont monstrueux. Je veux dire, c'est des gamards qui font 1,5 cm. Oh, des gambas, ça m'intéresse. Ah, c'est des gambas, ça va pour toi. Je t'en ai parlé déjà. Je t'en ai même demandé et je les attends toujours. Ça viendra. Il y a Zanella qui me les vole tous. Et tu vois, au Rhône, on a le droit à l'Ardillon. Ah, bah tiens, ça tombe bien. Et tu vois, mais c'est un des rares endroits où on a le droit à l'Ardillon parce qu'il y a un barrage. Alors attends, je suis obligé de te tenir 2 minutes sur un peu les coloris de gamards et tout, t'es obligé d'en parler. Là, c'est 2, 3, 4 espèces, ça varie du crème au sableux, au jaune moutarde. On est sur quoi? Jaune moutarde, très bon. Ah ouais. Olive. Ok. Zébré. Ah ouais, le fameux gamard invasif. Là. Ouais, le zébré, il est redoutable. Mois de mai, juin, tu vas avoir du rose, pêche. Sérieux? Ouais. Ah, quand ils se reproduisent, alors tu prends des gamards, puis ils ont les petits, les œufs. Les sacs d'œufs, quoi. Voilà, ils les tiennent avec les pattes. Ah ouais, donc là, il y a une vraie science du gamard. Non, moi, elles en bouffent clairement. Ah non, là, c'est sûr et certain, on est dans le... J'ai des séquences, j'ai des vidéos, des poissons de 80 qui font 1,5 m pour aller chercher le gamard. Alors, mais tu les vois des fois brouter comme des... Ah non, mais c'est pas qu'elles broutent, c'est qu'il y en a, elles ont le bec détruit parce qu'elles tapent contre le mur en les prenant. Puis alors il y a des gars, tu sais, chewing-gum, ils balancent le chewing-gum, puis... Ouais, chewing-gum rose, au mois de mai. Ah non, mais ça prend. Et puis, tu tombes sur ces poissons-là, alors des poissons... Alors, il y en a toute taille, mais mois de mai, t'as la descente, la fameuse descente des sardinières. Ah, la descente des sardinières. Ah, la descente des sardinières. Alors attends, faut nous expliquer, c'est des petites truites, les sardinières? Non, c'est des lacustres, ouais. Mais c'est des poissons qui n'ont pas plongé. Traduis un peu plus. Parce que alors, c'est des poissons qui... De ce que moi, on m'a expliqué, et de ce que moi, j'ai compris, donc c'est des lacustres qui descendent des affluents du Léman, qui restent en surface, qui ont une alimentation à blettes, poisson fourrage, tu vois, mais qui restent dans les 30 mètres. Ah ok, pas bateauphage, ok, qui descendent pour bouffer, ok, je comprends. Ouais. Qui sont pas encore descendus. En fonction des thermoclines, des hauteurs d'eau. Voilà, exactement. Okay, Et c'est des poissons, des fois, t'en as qui font 50, 60, il y en a même de 70. C'est des poissons qui ont la particularité que quand tu la prends dans les mains, t'as toutes les écailles dans la main. Putain, elles ont les écailles super fragiles. Ouais, super fragiles. Entendu ça, Et ces poissons-là, quand elles descendent, elles ont plus les écailles qui se décrochent. Ok. Et ça devient... il y a un changement biologique vis-à-vis du lac. Ouais. Mais c'est des poissons d'une beauté, des nageoires échancrées. Ils sont magnifiques, ces truites. Il y en a de moins en moins qui descendent. Et puis, il y a même eu des années dans lesquelles il n'y en a quasiment pas eu. Et voilà, c'est... Ah, donc tu vis le rythme du lac à travers l'embouchure et tout ce passage-là, il est l'histoire du lac en fait. Voilà, tu peux tout comprendre. Ah, c'est génial. Au mois de mai, jusqu'à... Alors, c'est surtout les 2 dernières de mai, les 2 premières de juin, avec la température de l'eau et avec s'il y a un coup de bise, c'est bonheur. Parce que tu y vas aujourd'hui, le Rhôneville, dans les ponts, tu as le droit de pêcher au cadre. Pas partout. Le Rhône est vide. Tu vas avoir 1 ou 2 poissons, des remises qui ont été mises au mois de mars, avril. Tu vas avoir quelques poissons. Mais fin mai, il y a un coup de bise. Tu y vas, mais sur chaque pont, tu vas voir des truites qui tournent un peu partout. Puis, donc réexplique-nous, parce que toi c'est naturel, la bise, le vent froid qui va faire que... La bise, elle va brasser donc le lac. Donc ça va remonter les particules, le poisson fourrage qui monte, les truites qui montent derrière. La bise les fait descendre. Et donc, le barrage est ouvert et ça descend tout le monde au Rhône. Putain, mais c'est excellent parce que tu te rends compte que la plupart des pêcheurs sont des pêcheurs de rivières établis. Chez nous, en France, parce qu'il y a quand même la Sorgue, le Doubs, on est sur un système de rivières. Mm-hmm. Et toi, ce que tu nous expliques là, c'est fascinant parce que là, on est à la jonction. Moi, j'ai pêché beaucoup les lacs sauvages. Ouais. Mais là, on est sur un truc bipolaire où il faut être... Et c'est là que le moucheur, il doit comprendre le lac, comprendre la rivière avec de la nymphe à vue. Donc, on est sur un
un triple summum. Quoi. Mais c'est un apprentissage continu. Et puis une taille de poisson qui est supérieure à tous les classiques. Alors, les lacustres, moi, sur le Rhône, j'ai vu des poissons du mètre. Alors, sur le lac de Neuchâtel, elles sont plus larges, elles sont plus massives. Ah ouais. Sur le Léman, elles sont longues, mais mon vécu à moi, elles sont moins imposantes. Ouais. Du moins sur le plus petit lac. athlétique. Ouais, bah, écoute, je sais pas, le courant peut-être. Mais alors, puis d'année en année, ça baisse. Ça baisse, il y a de moins en moins de poissons. Mais avant de reparler d'écologie, donc tu as fait ta première en Palareta, tout ça, moi ce qui m'intéresse, comment tu as plongé techniquement dans les mouches, dans cette école du lancer, de la dérive, l'évolution de tes mouches. Raconte-nous tout ça, de cette Palareta jusqu'au dernier Gamard en Arctique avec des peaux d'anguille. Comment tu as switché vers tout ça en fait? Alors, j'ai eu quelqu'un qui m'a, je vais pas dire tout appris, mais qui m'a mis une canne à mouche dans les mains. C'est quelqu'un envers qui j'aurai toujours une énorme reconnaissance. Ton maître. Ouais, c'est vraiment mon maître. Je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours. Donc je dois parler de lui sans dire qui il est. Il n'y a pas de problème. Ah ouais. Ce qui compte, c'est les faits. C'est ce qui t'a apporté. C'est quelqu'un que si je dois dire quelque chose. Donc il m'a apporté, comme je te disais, hein, il m'a donné cette passion et il m'a donné un bidon d'essence que j'ai bu en entier, puis il a mis le feu. Et puis c'est vraiment ça, c'est ce qu'il a dit, puis c'est vraiment ça. Je lui dois énormément, je lui dois ma passion. J'ai eu des périodes dans la vie compliquées, puis c'est ma passion. Comme nous tous, c'est là que la pêche à la mouche. C'est ma passion qui m'a fait que je suis encore là aujourd'hui. Mais techniquement, parce que moi, techniquement, il t'a apporté les mouches, la vision, la compréhension du lac. Il t'a apporté quoi? Il y a plusieurs choses il y a énormément de choses qui m'a apporté, mais il y a dans cette pêche à vue, dans la traque, des gros poissons, la traque, des gros poissons à vue, oui, mais c'est pas vraiment ça. Ça englobe cette vision qu'il a pu me transmettre. C'est peut-être à déjà sa manière. La confiance qui t'a emmené déjà. La confiance, oui, mais il y a plusieurs phrases qui expliquent très bien. C'est un jour il me dit, mets-toi à la place de la truite et visualise la nymphe qui arrive devant toi. Si tu arrives avec ta canne, d'ailleurs il me disait, le jour où je t'ai mis une canne à mouche dans les mains, tu savais pas si tu devais la prendre par ici ou par l'autre bout. Et puis il me dit, mets-toi à la place de la truite et fais en sorte que ta nymphe que tu as lancée, elle va lui arriver comme une vraie. Sans qu'il y ait de fil et sans qu'elle monte, sans qu'elle descende, elle arrive comme une vraie. Tu arrives à faire ça, t'es pas mal. Et il y en a d'autres. C'est la dérive morte. Faire une dérive morte. Faire déposer... sur le Rhône, t'as pas besoin, mais les dérives mortes en rivière, c'est pour moi la base. Mais d'ailleurs, sur les quais du Rhône, il n'y a quasiment pas de courant, en fait. Alors, on pêche beaucoup en fonction du débit. Donc, le Rhône, ville, le débit, il oscille. Donc, en début d'année, tu peux avoir 50 mètres cubes. Et quand il y a 50 mètres cubes, tu lances un bouchon, t'as la sensation qu'il remonte. Wow, à 50 mètres cubes. Après... Quand il est bien... Avant, les fonds, ils ont changé. Donc là, maintenant, à 100 mètres cubes, c'est ce qu'il faut. 100 mètres cubes, là, on va dire sur 10 mètres de bordure, t'as 5-6 mètres de fond et tu vois le fond. Ah, il y a du fond costaud, il n'y a jamais des petites bordures, en fait. C'est tout de suite... Ah non, tu as des poissons qui sont au bord à 1 mètre de fond. Ok. D'ailleurs, moi, j'ai pris un poisson 92 cm à vue, dans les règles de l'art. Un copain qui m'appelle, Ricardo... 1 mètre. Ricardo, 1 mètre. Je dis bonjour à toi aussi. Et il continue, 1 mètre. Puis je lui dis t'es où? Puis je vais le voir. Puis j'arrive au bord de l'eau. Je le cherche, je le vois pas. Je cherche le poisson, tu vois. Et puis il est où ce poisson? Puis je le vois pas. Puis je prends le téléphone pour l'appeler. Puis il est juste derrière moi. Tu l'as vu? La truite, elle était 2 mètres à côté de moi. Je l'avais pas vue. Mais 2 mètres, il y a 1 mètre de fond. Hein, et je l'avais pas vue. Mais elle est juste là. Poser, tu sais pas, poser compliqué, hein. Tu poses du bout de la canne, hein. Puis plomb. 92. Ouais, c'est aussi l'aléatoire de comment ça passe, comment ça se place, comment ça... Alors, c'est pas une pêche compliquée. Ce qui est compliqué sur le Rhône, c'est de les trouver, les poissons. Ouais, mais t'as quand même des refus sur ces... Alors, tu vas avoir du refus. Tu vas avoir des refus si le poisson, il a déjà été embêté, s'il a déjà été pêché. Ah, mais si elles sont de passage, comment elle a déjà été embêtée?
Non, parce qu'elles sont de passage, mais elles restent pendant 2-3 semaines. Elles ont une restent là. petite phase de Par exemple, il y a des poissons, tu vas la voir aujourd'hui, tu la vois, tu t'arrives pas à faire un passage juste, parce que mine de rien, il faut quand même passer juste. Ouais. Il faut pas... Oui, c'est pareil, c'est pas parce que c'est des lacus machin que tu trempes un bordel. Il faut passer juste. Et puis des fois, elle est là, tu la vois manger, tu balances ton truc, et puis elle vient le voir, elle le prend pas. Un poisson qui a été pris le jour d'avant, tu sais pas. Parce tu sais pas, il y a quand même du monde qui pêche. Il y a d'autres gars qui pêchent, et puis il y a des bons, hein, il y a du beau monde, hein, je veux dire. Je suis plus tout seul. Disons que quand t'as des mecs comme Olivier qui campent là-haut, on en parlera après. Ouais, non mais... Ils éduquent. Bah, c'est pas qu'ils les éduquent, parce que là, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup qui sont là, et puis qui pêchent juste, qui pêchent bien. Pas forcément à la mouche, hein. Il y en a qui pêchent très très bien. Ça fait de la pression quand même, c'est comme nous en France. À un moment, elle voit des vers, elle voit des cuillères, elle voit des nymphes, machin. Là, sur Genève, il y en a de plus en plus qui pêchent avec des gros gamards. Vraiment des gros gamards, taille 8, taille 10. Puis ils mettent une teigne en plus pour voir, tu vois. Puis ils balancent ça, et puis ils prennent beaucoup de poissons. Gamard plus teigne, ouais. Gamard plus teigne. Okay. Puis ils prennent énormément de très très beaux poissons. Et puis ils pêchent très très bien. Il y en a... Mais du coup, je lâche pas l'affaire. De la palareta, après, niveau technique, t'es passé sur quoi? Direct sur du gamard, de la Pheasant-tail orange spot, ça a été ça quoi? A été le gamard zébré. Ouais. Je me suis amusé avec, alors bien plombé, tu vois, taille 8. Il y avait des super hameçons qui en a plus, malheureusement, les Admiral. Ok. C'est des hameçons de pêche en mer, c'est quoi ça? Non, c'est des hameçons un peu comme les camazons, tu vois. Ok. Mais ils étaient, la courbure était comme celle du camazon, mais ils étaient plus grands. L'ouverture était gamaresque, quoi, la courbure. Ah ouais, gamaresque, exactement, c'est le terme. Et il y en a plus. J'arrive plus à en trouver. Et puis là, je faisais donc un aller-retour avec du 0,5. Soit flosse blanche, avec un keep color, tu sais, le produit pour la ligature des cannes. Ouais. Pour garder le blanc, et après avec un stabilo indélébile, tu faisais tes zébrures, et après couche de vernis, puis ça faisait un beau morceau. Ok, ça a été la vraie évolution, ça, le gros gamard déjà. Le gros gamard, et direct. Et c'est toujours d'actualité ou t'as dû affiner sur des conneries Mois de mai, poisson frais, tu balances un chewing-gum. C'est quoi que t'appelles un chewing-gum? Un chewing-gum. Ah oui, tu veux dire, ils prennent... Tu peixes en 35 centièmes, elle vient et elle prend. Il n'y a aucun souci. Ouais, n'importe quoi. Tu mets une crotte de nez, un sparkler, un streamer, un verron, une nymphe. Elle est fraîche, arrivée du lac. C'est vraiment... elles ont la dalle, quoi. C'est pas qu'elles ont la dalle, c'est qu'elles sont là et elles mangent. Ouais. Elles mangent. Mais elles sont en phase d'alimentation. Elles sont là et elles mangent, elles chassent. Cette année, j'ai pris un poisson. Elle a regurgité. Je te montrerai la vidéo. Je la bagarre, tu vois. Poisson de 65. Elle régurgite une quinzaine de petits Allemands. Putain. Et le streamer, du coup, là-dessus, c'est... Alors, moi, très peu. C'est une pêche qui... Parce que c'est pas ton animation qui te plaît, c'est pas la dérive, quoi. C'est du... Moi, mon truc, c'est vraiment la dérive. Mais si les bananes aux streamers agitées comme ça, elles y viennent ou pas? Bah, écoute, je pense que oui. Quand elles sont en chasse, oui, elles viennent parce qu'il y a du monde qui les pêche au leurre. Ouais. On ne sortira pas là. Les Smiths, les décontacts, ça marche très bien. C'est là que tu perds l'intérêt de la pêche à vue, de jiguer des streamers. On est tout de suite plus dans le... C'est du lancer ramené. Voilà, on est dans du lancer. On n'est plus du tout dans la dérive et dans Mais il y a des périodes pour. Ouais. Il y a des périodes où il y a du poisson, il y a des périodes où il n'y a rien. Et puis de temps en temps, tu y vas. C'est le poisson aux 1000 lancés. Ouais. Il y a des périodes, c'est le poisson aux 1000 lancés. Alors que d'autres périodes, t'arrives et il y en a partout, quoi. Je veux dire. Il y a 2 semaines dans l'année où tu sucres. Donc les quais à Genève, vraiment le gamard, c'est la base. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Il n'y a rien d'autre. Je veux dire, moi j'ai eu pris des truites qui avaient 500, 600 grammes de gamard dans le ventre. Ouais, c'est le truc de base. Quoi. C'est la base. Ouais. C'est la base, c'est le gamard. Et t'as dit que ça varie de la taille, c'est gros quoi. On n'est pas dans des bordels en 18, machin. Non, là, alors, juillet-août, tu descends en 20-22. Non. Et t'as des poissons de 50, 60 qui viennent prendre des petits gamards en 20, 22. Parce que étiage, parce que moins d'eau. Non, pas forcément étiage. Il n'y a pas d'étiage. Il y a la température de l'eau qui augmente. Ces dernières années, là, on a eu 26 degrés. Un truc de fou. Les truites, elles sont à l'agonie. Ouais. Mais tu y vas, tu te balades, tu connais un minimum, tu en vois encore. Mais voilà, tu les pêches plus, quoi. Mais à part le gamard, là,
une nymphe de mai, un trichoptère, c'est pas l'idée. Là, on est dans du lacustre, Alors, on est dans de la crevette, on est dans... J'ai eu pris des poissons avec des montanas. Ouais. Ouais, mais pour le fun, tu vois. Ouais. Mais c'est pas le gamard. Ouais, c'est un cas exceptionnel, on n'est pas dans le... Tu les prends parce que voilà, elles sont là, elles bouffent. 80% de ta pêche, si t'es bon gamard, que t'as les bonnes dérives, le bon modèle, c'est Il n'y ça, a quoi. pas de discussion. Ouais. C'est gamard. C'est la bouffe du lac, quoi. C'est la Et crevette. puis, tu peux y aller. Je veux dire, poisson de 80, tu te mets en 20, en 22, en pointe. C'est posé, c'est pendu. D'ailleurs, du coup, parlons-en. Maintenant que tu m'as expliqué les mouches, nous, pêcheurs de rivière comme moi, moi je pêche en 16 centièmes, je suis déjà un bourrin, tu vois, sur le Doubs, la Loue, la Saume et rivières que je connais, le Rognon chez moi dans le nord-est, 16 centièmes, c'est vraiment un truc de chacal. 18 quand je suis vraiment un chacal. Sur ces lacustres-là, que ce soit toi, Zanella, machin, les puissances de nylon, on est sur autre chose. Vraiment, en 14 centièmes, faut être con ou des fois il faut... Parce que t'as la place pour batailler quand même. Alors, mon expérience... Ouais, de ton avis à toi. Dans le passé, je peux le dire, j'ai pris des poissons de 80, 4, 5, 6 kilos en 12. T'as toute la place. Oui, t'as pas la souche, t'as pas le bordel. T'as la place, c'est canalisé. En face, t'as 2-3 poteaux. Mais si dans t'es en l'absolu, aval, tu peux le faire. Ouais. Dans l'absolu, tu peux le faire. Après, il faut voir un truc. C'est qu'on a les ardillons. Ouais. Parce que c'est des poissons qu'au moment où tu la piques, c'est violence. C'est violent. Les sardinières, ça saute. Les lacustres, un peu moins. Ah ouais, les sardinières, les sardinières, elles te mettent 5-6 soleils. Et puis, donc toi, t'as déjà vu des chandelles de malade. Ah non, mais des chandelles d'1 mètre, 1 mètre et demi. Puis pas une, mais elle te met une, elle te met 2, 3, 4, elles sautent. C'est des kangourous, les bancs. Ah non, mais ça saute. Et puis, pêche-y sans ardillon. Ouais. Non, mais là-dessus... On est sur du migrateur, entre guillemets. On n'est pas sur une truite du Doubs qui est dans sa souche. Qui Après, l'expérience et le temps passé au bord de l'eau a fait que j'en ai cassé. Mais j'en ai cassé des poissons en 12. Mais par ton faible nylon. Parce que je pêchais trop fin. Ouais. Je pêchais trop fin. Et puis, il n'y a pas très longtemps que je suis toujours, mais un peu moins qu'avant. Mais la bêtise et puis le manque de recul a fait que il m'a fallu du temps pour me rendre compte que je pouvais pêcher avec des nylons. Ouais. Mais je me suis rendu compte que poisson frais, tu la pêches en 30 centièmes. Ouais, parce que là, c'est nos pitiés, quoi. Ouais, non, mais il y a des poissons, elles viennent, elles te font 50, 60, 1 mètre, elles viennent, elles se déplacent, elles viennent et elles prennent. Et tu vois, visualise, poisson de 80, j'ai un témoin, poisson de 80 que j'avais vu le matin, plein eau, en train de faire des va-et-vient, droite, gauche, elle montait, elle prenait tout ce qui passait. Il y a deux bonhommes qui descendent au Rapala, c'est balance, c'est la truc, elle part. Tu vois, je l'ai vu le matin, c'était 10h. Et tu sais, quand je vois des gars qui arrivent comme ça et que je vois un poisson, j'arrête. Parce que là, les gars, ils ont pris, je m'en suis rendu compte, ils se sont dit, tiens, lui, quand il lance, c'est qu'il a vu un poisson. Tu sais, je me balade le long, tu vois. Ouais. Je cherche. Il faut comme les champignons, s'il est au coin là. Allez, s'ils me voient lancer, c'est qu'il y a quelque chose. Ils ont repéré que tu... Donc tu vois, quand je vois les gars, je m'arrête, tu vois. J'y vais plus. C'est ça les désavantages du street fishing, ça regarde, ça copie. Ça colle au cul. Ça regarde, ça copie, et puis... donc tu t'arrêtes, et puis moi, c'est ce que je fais. Je m'arrête, et je laisse passer, tu vois. Des fois, il y a eu des poissons où je me suis assis, j'ai fumé 2 cigarettes, j'ai attendu que le gars il pêche. Et puis, il est parti, je suis retourné voir, j'ai attendu 15 minutes, la truite est revenue, premier posé, bon, pendu. Mais du coup, tes nylons de routine, maintenant, c'est du 16, du 18, alors, du 20 c'est du 17-8, Rio, Fluoroflex Plus. Il revient souvent celui-là. Mais alors, du coup, ton avis fluorocarbone nylon à toi, parce que tout le monde y passe dans Parole de Moucheur. C'est quoi ton... Non, il faut que tu me donnes ton avis, parce qu'il y en a qui disent, ce marais, il dit c'est du bullshit. Il va te dire le fluoro, j'y crois pas. Il y en a d'autres qui y croient à mort. C'est intéressant. Hein, moi, celui qui m'a mis une canne à mouche dans les mains, il m'a aussi mis le Rio Fluoroflex Plus dans les mains. Il m'a dit, Rick, ça, c'est ce qu'il faut. Et puis, tu sais, moi, je suis persuadé que c'est là-dedans. C'est dans la tête. Même si, voilà, j'ai pris l'habitude et j'ai une telle confiance dans ce nylon. Parce que t'as pogné des putains de poissons avec, donc tu... écoute, au bout d'un moment, tu sais, quand tu t'habitues à ta canne, c'est ce qu'il disait, Jean-Marc, et puis il le dit très très bien, parce que c'est d'une justesse
inuit, quoi. Tu t'habitues. Ouais. Je veux dire, un gars qui est forgeron, il a l'habitude de son marteau, tu vois. Un gars qui est à l'étau, il a l'habitude de sa faisante. Exactement. Tu sais, en forgeant, tu t'habitues à un truc. Ouais. Puis le nylon, pour moi, c'est pareil. Tu t'habitues. Ouais. Maintenant, il y a les nouveaux diamètres qui sont venus il y a 2 ans, je crois. Ouais, t'as l'honnêteté de dire que c'est pas celui-là le meilleur, mais pour toi, pour ta pêche, pour valider des choses, c'est ce qui t'a aidé. Psychologiquement, tu vois, si je dois attaquer un poisson, si j'ai ce nylon-là, je sais jusqu'où je peux y aller. Ouais, mais t'as déjà testé des nylons au lieu des fluoro, t'as vu plus d'élasticité. C'est ton avis là-dessus sur la vraie physique des choses. J'ai testé des Et ton nylons. avis Alors, le Trout Hunter, pour te donner, voilà, pour en citer un. Très réputé, très réputé. Je déteste. Ouais. J'aime pas. Mais parce que ça pète au nœud, parce que c'est pas Parce que tu élastique. fais un poisson, il est mort. Ouais, voilà, au niveau longévité du coup. Tu fais un poisson, Ouais. il est mort. Ouais. Alors que le Rio, mais tu changes juste ton nœud à chaque fois que tu prends un poisson. Là, quand tu pêches, voilà, des poissons un petit peu du 35-40, tu pêches, tu fais ta matinée. J'ai pas changé ma pointe. Je veux dire, elle fait toujours mes De toute 3 mètres. façon, moi j'ai des exemples statistiques, tellement j'interviewe de gars et tellement je parle avec de gars. Le Rio, ou la main, c'est celui qui ressort tout le temps, je te le dis. Donc à un moment, t'as beau avoir des envies, des croyances. Ouais. Moi, je peux te citer 10 gars Mm. qui sont sur le Rio et on s'en fout. Nylon ou fluoro. Donc il est quand même sérieusement, le Rio, il ressort quand même sérieusement souvent. Alors après, j'ai pas beaucoup pêché avec du nylon. Ouais, tu restes là-dessus. Ouais, c'est- J'ai vraiment le nylon, j'ai surtout un petit peu pêché en sèche parce que avec du nylon. Mais après, j'ai toujours utilisé le Rio, Ouais. toujours. ouais. C'était voilà, début de saison. Il est cher ce nylon, tu vois. Début de saison. Ouais. Quand Tu quand prenais- tu tires une pointe, Ah, mais surtout que moi, les pointes, tu vois, moi, les pointes, sans il faut exagération. pas mettre. Quoi. Non, mais moi, je bouffais 6 bobines de 100 mètres. Ouais. Ah, mais après, faut voir les poissons qui sont sortis aussi. T'es quand même sur un truc. Nous, Ouais. nous, on se pignole en rivière sur des farios de 50. Là, c'est comme Zanella quand je l'ai au téléphone. Putain, 80, 90, même 70. Vas-y, je mets. On est sur du lacustre. Ouais, c'est. Ouais, mais Mais alors, les combats, là, c'est de la dynamite, quoi. Moi, j'ai vu ça en Islande, en Écosse, mais j'imagine qu'à Genève, c'est la même, quoi. Alors- Comparé à une fario du doux sédentaire, zébré, qui vit dans sa souche, et un équivalent lacustre, c'est de la bombe, quoi. Ou alors, les vieilles, les pas fraîches sont plus fatiguées sur les combats. alors, raconte-nous un peu. c'est assez aléatoire parce que tu peux tomber sur des poissons, des gros poissons, j'ai eu des poissons de 80 Mhm. qui m'ont fait des bagarres ridicules, Ouais. Fatigué, ouais. fatigués. Après, t'as des poissons de 60, Ouais, qui te mettent la misère de ta vie, ouais, des chandelles. mais même pas 60. Ouais. J'ai eu des petites Des sardinières. bombinettes, quoi, des Mais 50 qui te Mais pètent, non, mais ouais. des poissons de 35. Ouais. Tu te dis que t'as une 60 Ouais. au bout. L'autre, elle est argentée, elle a bouffé, elle a Ah blindé, non, mais elles sont plus larges qu'elles sont longues. Ouais, ouais. Et puis, après, c'est le milieu où tu les prends. C'est le milieu où tu vas les toucher, ces poissons. Ah ouais. Parce que si on parle des affluents Ouais. du Léman, il y en Ah, a. que tu pêches aussi, du coup. Oui. Là, on sort des quais. Là, on rentre dans les petits affluents sauvages. Ouais, là, dans les petits affluents, petits et gros affluents, il y a aussi des lacustres qui montent. Donc, il y en a, par exemple, je sais pas moi, en début de saison, au mois de mars, tu vas voir des poissons qui sont montés pour frayer, tu vois, c'est des poissons qui ont frayé, qui sont pas en super forme, souvent. Tu vois qu'ils sont tachetés, qu'ils sont champignonnés. Ouais. Et puis, il y en a aussi qui sont encore en bonne forme. Et puis, tu peux les faire croquer. Oui. Il n'y a pas de souci, il y a certains poissons qui croquent. C'est pas le meilleur moment Mm. pour les attaquer, ces poissons, pour les prendre loyalement, dans les règles de l'art. Mois de juillet, août, un petit coup d'eau, t'as des poissons qui montent pour Ouais. prendre la fraîcheur. Ouais. Et là, t'as déjà un peu plus de chances de tomber sur des poissons qui vont effectivement se nourrir. C'est pas... mon avis, hein, ça reste mon avis personnel. Ces poissons-là, tu peux les faire croquer, mais c'est, pour moi, 90% du temps, 90% du temps, c'est des poissons qui vont taper sur un truc, un streamer, une nymphe, mais par agressivité. Par agressivité. C'est pas des poissons Ouais, qui on vont est être... plus comme sur du saumon en Écosse, en mode ça m'énerve et je te casse, quoi. Ah,
tu vas pas tomber sur ces poissons-là à tabler en train de nympher à gauche à droite. Est-ce Ça que peut arriver. dans les affluents, elles sont déjà dans une phase plus migratoire où elles ont moins cette envie, ce caractère que t'aimes? C'est juillet-août, elles viennent prendre la fraîcheur. Et elles peuvent tout d'un coup se mettre... C'est plus du déclenchement, c'est plus du bipage. Mais alors, dans ces affluents-là, ce genre de poisson, très souvent, quand tu en piques une, c'est comme il a dit, c'est comme il le dit, et puis il le fait très bien, Zanella. Souvent, un poisson de 80-90, tu la touches ici, mais tu vas la sortir... mais 3 km plus bas. Avec 3 tibias pétés, 2 baramines dans l'eau. Et puis c'est pas ça, ces poissons, quand tu les fais croquer, sois équipé correctement. Et pas en 16, hein. Tu vas pas en osquer soit de 4, tranquillou. Alors, tu peux, mais... Ouais, mais t'as pas les pleins pouvoirs. Non, t'as pas les pleins pouvoirs, et puis il faut que tu saches nager, quoi. Il faut savoir nager. Ouais, c'est ce que Zanella il dit, il y a la phase physique. Ah non, mais il faut être en forme, hein. Bah, c'est ce qu'il dit dans ses vidéos, quoi. C'est un mec de 60 ans et tout, quand il accroche une accuse d'un mètre, à un moment, c'est pas le tout ferré, quoi. Enfin, si t'as la forme... Il faut leur courir après, hein. Il faut être en forme, il faut leur courir après. Mais voilà, c'est pas de l'impossible, mais il y a du boulot. Du coup, il y a une vraie nuance physique sur la pêche entre les quais de Genève où t'es à l'aise sur des quais, tu trimbales, et les petits affluents, les alondons, les machins, où t'es là dans un truc c'est Bagdad, quoi, c'est la guerre. Là, il faut être prêt à lâcher ton truc et sauter à l'eau. Hein. Ouais. Parce que ça part à une vitesse. Ah ouais, donc on est tout de suite à la Zanella dans du jump à l'eau, en fait. Alors là, tu jump, ouais. Ouais. Moi, sur le Rhône, il y a eu des poissons dans lesquels tu la prends à mon pont du Seget. Bah, si elle traverse plein milieu, il y a les 2 piliers, bah, tu jump. Parce que si elle est en aval, t'es mort. Parce qu'en fait, c'est des départs. Moi, pauvre pêcheur de Fario, j'ai pêché 2-3 migrateurs, mais c'est pas le départ d'une 60 sur la Loue, ça n'a rien à voir, c'est pas une même Non, là, non, là... c'est du goldfish, quoi. Ah non, là, c'est... Il y a des poissons, ils te prennent les 100 mètres facile. Parce que toi, t'es habitué à ça, mais pour un pêcheur de Fario de rivière, on est sur un autre monde, quoi. C'est 2 mondes à part. Tu vois, moi, j'ai migrateur, sédentaire. Ouais, j'ai fait vraiment la part des 2 mondes. Peut-être tu dois te faire chier quand tu pêches une sédentaire sur le Doubs. Non, c'est... Non, je plaisante. C'est pour ça que c'est... La truite, elle patache, elle fait de la lessiveuse. Non, mais elles font pas la lessiveuse longtemps. Les poissons qu'on cherche, elles peuvent faire tourner sur elles-mêmes un petit moment, mais après ça part. Hein. Je veux dire, elles sont pas toutes... Elles ont pas toutes le même comportement. D'ailleurs, c'est ce qui fait un petit peu aussi leur magie, c'est qu'elles sont toutes... Ouais, elles ont toutes leur caractère. Ah ouais, c'est des poissons qui ont des caractères. Que tu peux pas dire que, tiens, elle m'a fait la même chose que l'autre, ou elle a eu la même bagarre que l'autre. Poissons qui vont se ressembler, qui vont avoir leur robe unique, parce que toutes les zébrées sont uniques. Un peu comme les Atlantiques, elles ont toutes des points à des endroits. C'est ce qui définit leur carte d'identité. Ouais, mais la même zébrée, qu'elle soit en dormeuse ou pas, tu vois, la robe, elle change. Tu la sors de l'eau, c'est une chose. Les zébrés, c'est fou. Tu la poses sur l'herbier, tu la laisses dans l'eau, dans les règles. Et puis, tu vois la couleur c'était Adidas, après elle est toute noire. Ah ouais, non, mais les truites de pierre. C'est fascinant, ça. Les truites de pierre. C'est quoi que t'appelles les truites de pierre, alors ? C'est les zébrés hyper marqués, noirs. Tu sais, les zébrures noires. Moi, je trouve que les zébrées de la Loue, elles sont très très marquées, elles sont très 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 belles. Tu veux dire qu'elles ont les zébrures très marquées ? Ouais, je trouve que les zébrées de la Loue, elles sont... C'est pas les poissons que c'est pas les zébrées que je préfère, c'est pas celle de la Loue, celle que je préfère c'est celle du Doubs. Mais les zébrures, elles sont très très belles sur la Loue. Tu sais que, quand je te tiens là-dessus, j'allais souvent sur la rivière d'Ain, il y a une dizaine d'années avec un copain qui m'a dit « Je vais te faire prendre une banane ». Si je te dis les bananes, ça te dit quelque chose ? Les truites de gravière, en fait, tellement elles sont sur les gravières un peu jaunes comme ça, de la rivière d'Ain, elles ont les zébrures quasiment effacées. Et c'est vrai que elles prennent la couleur du milieu, quoi. Et quand elles sont sur les gravières jaunes en plein milieu, c'est presque des bananes. Et c'est fou, parce que tu vois, des fois, elles ont les zébrures marquées. C'est vrai que c'est assez hallucinant. Hein. Sur la basse rivière d'Ain, tu prends des poissons, on dirait des lacustres. Voilà, c'est ça. Elles sont blanches. Parce qu'elles sont tout le temps sur une gravière. Et puis, tu vas prendre une truite de trou, entre guillemets, de bordure, qui est dans les souches. Elle va avoir des zébrures, comme sur le Doubs, comme sur la Loue, les mêmes. Mais la robe classique sur les quais à Genève que tu connais bien, je sais que c'est en fonction de la saison, mais elles ont
plus les zébrures, du coup, ces truites énormes, parce qu'elles les perdent, les zébrures, à un moment, ou pas. Non, les lacustres, elles ont pas de zébrure. Voilà, parce que ça tourne argenté, quoi. C'est des croix. Pigments, c'est des croix noires. Points en croix, Ouais, c'est des points en croix noires. Et puis, alors, tu vas avoir des robes très brillantes. Avec quelques copains, on a la passion des caudales. Les caudales Putain, elles envoient du... larges comme deux mains. Tu vois, truc de saumon, quoi. Ah, mais non, c'est des patoires de malade. c'est Bah, des en lac, ouais, ça des envoie. blagues, quoi. Je veux dire, en un coup, elle est 10 mètres plus haut, quoi. Alors, on est sur du saumon, hein, presque. Ça se tient. Ça se tient. Mais la puissance de ces poissons, c'est démoniaque, quoi. Et donc, la classique des quais, c'est plutôt argenté, avec des petits points noirs mouchetés. C'est des croix, Ouais. les lacustres. Après, tu as des poissons des remises, donc du poisson d'élevage, qui, certaines arrivent à tenir quelques mois, d'autres, tu les retrouves l'année d'après. Tu vois, ça, des poissons qui montent dans le petit lac, et puis qu'il y a la descente des sardinières au mois de mai, il y a quelques remises qui descendent, et tu retrouves des très très beaux poissons. Et si on parle record, toutes méthodes confondues, comme ça, pour avoir des chiffres IGFA, le PGP, le plus gros poisson du Léman, tout truc confondu, c'est une truite lacustre 1m10, 1m20, 1m25, 1m10, c'est tout. Si on sort de la mouche, c'est quoi le record Si on sort de la mouche, il y a une truite qui est au musée d'histoire naturelle à Genève. Alors, j'ai pas la taille exacte, mais on est sur du 1m10 ou plus? Plus. C'est plus. Putain. C'est plus, je crois que je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est dans les 16 ou 17 kilos. Je sais pas. Ouais, on est sur du taille-man, quand même. Vous parlez plus en kilos, vous, en plus. Donc, tu passes moi, dans le monde là, t'es moi, plus en c'est kilos. taille. Ouais. Moi, c'est la taille. Ça dépend des gens, ouais. C'est la longueur du poisson. Parce que, par exemple, à titre d'exemple, j'ai pris des poissons de 80 qui faisaient 8 kilos. Et j'ai pris une 92 qui faisait 6 kilos. Ouais, oui, la morphologie après ça. Elle était hyper maigre. C'était un poisson qui était très long. D'ailleurs, il y avait un grand monsieur qui, quand il a vu la photo de cette truite, il m'a dit ouais, mais ça, elle a un peu d'arc-en-ciel. Tu sais, parce qu'elle avait les points dans la caudale. Ouais. C'était monsieur Nestor qui n'est plus. Et il m'avait dit, j'oublierai jamais, ah tiens, ta truite, elle a un peu d'arc-en-ciel. Puis après, un autre copain qui me dit, non, mais jamais de la vie, c'est une fario. Mais en étant honnête, sur des pêcheurs réguliers comme toi, je veux dire, si tu fais une 90, c'est déjà un putain de poisson, on va dire. C'est ça, dans l'idée, en infra vue propre, 90, c'est déjà du beau, quoi, je pense. Alors, en centimètres, je parle. Ouais, en centimètres, c'est déjà du beau. C'est déjà pas mal, quoi. Je veux dire, dans les règles. Ouais. Oui, si tu vas pas au streamer comme un brun à la teigne et compagnie, si tu veux te la faire philosophe, quoi. Ouais. Non, quand je dis dans les règles, c'est le poisson qui a été à la nymphe. Ouais. Oui, qui a été intéressé par le gamin. Et puis, après, il y a encore l'histoire que le poisson il soit pris dans les règles de l'art, point numéro 1, et après qu'il soit pris à un endroit dans lequel tu as le droit de le pêcher. Ah, parce qu'il y a aussi tous les margoulins en ville, ça il y a à boire et à manger, quoi. Ah non, mais là, c'est... alors, moi, le premier, hein, je veux dire... je fais mon mea culpa, jeunesse c'est faite. Ouais. Donc j'ai eu, tu sais, quand tu as cette passion et que tu as ce virus, il y a des fois, tu passes et puis tu vois, t'es dans la réserve. Oui, t'as l'honnêteté de l'avouer. Non mais j'imagine des trucs. Je suis passé par là. Ouais, je comprends. Je suis passé par là, puis jusqu'au jour... Non mais c'est bien que t'aies l'honnêteté de le dire, on a tous... Jusqu'au jour... Où tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis tu rencontres celui qui sait que tu le fais depuis X temps, et puis qui te dit Ricardo, donne-moi ton permis. Et du coup, il y a beaucoup de gardes là sur la Suisse pour qu'on compare à la France. On a des gardes qui font leur boulot du mieux qu'ils peuvent, qui essayent de faire les choses bien. Malheureusement, il y a plein de choses qui sont pas vraiment super. Mais voilà, ils font du mieux qu'ils peuvent. Et il y a des gardes. Si je te parle de Genève, il y a des gardes, on les voit un peu plus qu'avant. Parce qu'avant, on les voyait à l'ouverture. Et après, on les voyait plus. Mais clairement, il n'y a pas des braconniers qui surabusent le truc et c'est pas là n'importe quoi. Il y a une surveillance quand même minimum, quoi. Sur le Rhône, il y a eu des années, par exemple là, pendant le Covid.
C'est un truc de fou. Ouais, mais parce que le contexte, il fait que tout le monde, la pêche, elle est passée loin derrière. Quoi. Il y a du braconnage. Il y a des gars qui braconnent. Je suis pas le mieux placé, tu vois, parce que moi aussi, j'ai eu pris des poissons dans une réserve. C'est cool que tu aies l'honnêteté de le dire, parce que tu pêches à la Loye la plupart du temps, mais on va pas se mentir, on a tous lorgné, voilà, il y a les lignes rouges et les lignes oranges. Jeunesse se fait. Et puis, il arrive un stade où tu grandis, tu te dis, putain, c'est bon, là maintenant, je préfère être tranquille, tu vois, et de me dire que j'y vais aujourd'hui et je vais pouvoir pêcher plutôt que d'être là en train de me dire, putain, non, puis t'es en paix avec toi-même, je veux dire, t'en as pas 200 kilos dans le congèle. On va être honnête ici, voilà, et je veux dire, t'es pas le gars qui braconne tout le machin, donc tu vois, vraiment, comme tu dis, jeunesse se fait, ouais. Tu vois, les lacustres, j'ai vraiment pas de mal à garder un poisson, ou même deux, parce que c'est des poissons de passage. Et le lac... Bon, quand tu vois la taille du lac, est-ce qu'il produit, et puis est-ce que les pêcheurs pros ils prennent aussi là, mais autre chose, quoi. Mais bon, ça a quand même bien baissé, bien baissé. Mais sur le Rhône, prendre un poisson il y a pas de mal, tu vois. Et là, t'es pas sur une rivière comme la Loue à Lomoutier qui est en train de crever au 15 juillet, on était quand même face au Léman. On est sur autre chose, quoi. Tu vois, moi, fario de rivière, une sauvage, j'arrive pas. Ouais, ça tu pleures, tu verses une larme si tu Je peux pas. Ouais. Je peux pas. Non, mais je comprends la nuance avec le lac. Non, le fario. Alors si c'est une zébrée, oublie. Tu peux pas. Je te le dis, hein, tu tues une zébrée devant moi, tu m'adresses pas la parole. Parce que je te mets la main sur la gueule. Bon, moi, comparé à toi, je suis que sans ardillon, donc je t'y attendais. Mais ça, c'est intéressant qu'on ait cette nuance-là, parce que moi, je suis sur des trucs de rivière. Et toi, tu m'as fait changer d'avis sur l'ardillon. Et je te cache pas, Zan est là aussi, parce que vous m'avez expliqué qu'en fait, mec, voilà, t'as 6 chandelles, t'as machin, à un moment, il n'y a pas de discussion. Moi, je pêchais les saumons en Écosse. Le mec, il m'a dit sans ardillon, il m'a dit non, mais t'es sérieux, tu veux un casque aussi, quoi. Non, mais tu peux. Mais là, la discussion, c'est même technique, c'est pas une histoire de no-kill. Quand t'as des poissons migrateurs qui sont sur cette violence, machin. Puis moi, je suis aussi un pêcheur d'ombre. Donc l'ardillon, sur les ombres, tu leur pètes la gueule et tout. Là, t'es sur des lacustres qui sont solides, qui sautent avec des rushs. Tu vois pourquoi je pêche pas les ombres? Je te comprends, bah ouais. Bon, après, ouais, vu les... Ouais. Je pêche pas les ombres. Par contre, il faut juste qu'on marque une petite pause, parce que on doit aller manger un petit coup. Donc, très bonne introduction. Amis pêcheurs à la mouche, on marque une petite pause et on revient. Amis pêcheurs à la mouche, on est revenu après une petite pause. Alors, on a fait une bonne partie lacustre. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est toujours pareil avec un petit cadeau. Alors là, ça, vous avez jamais vu. Je fais un petit placement de produit et Ricardo en fera un après parce que c'est important. Là, on est sur des dessous de verre en ardoise qui sont faits par un Vosgien qui s'appelle Sébastien. Donc, Steelwood Art. Je mettrai le lien parce que franchement, c'est très beau. Et il a réussi une fois de plus à faire un cadeau qui va plaire à Ricardo. Donc, pour nous parler de la bienne, du Doubs et de la Loue, regarde-moi ça. Montre-le à la caméra. Magnifique. Ouais. Tu m'as dit zébré, j'ai respecté. Moi, je respecte vraiment... les désirs de chaque personne qui passe dans Parole. C'est vraiment très très beau boulot. Voilà. Donc là, on est parfait dans la thématique. Donc Ricardo, pour avancer dans notre odyssée des zébrés, on passe maintenant sur de la vraie rivière. Raconte-nous un peu les classiques franc-comtois, Jura, la Bienne, la Loue, le Doubs. Qu'est-ce que t'en penses? Comment t'as connu ça? Comment t'as évolué? On t'écoute avec plaisir. Écoute, j'ai commencé par le Doubs, franco-suisse. C'est la première que j'ai connue il y a une vingtaine d'années. C'était tout de suite dans le difficile, tout de suite dans... Voilà, tu démarres à sec là. Voilà, c'était tout de suite il fallait tout de suite avoir un petit bagage déjà assez important pour pouvoir faire du poisson. Parce que là, encore aujourd'hui, j'ai énormément à apprendre et il y a des jours où je suis pas mal, pas super, mais pas mal, je m'en sors. Je fais quelques poissons, mais à l'époque, c'était très très compliqué. J'ai plusieurs fois fait l'aller-retour bredouille. Donc là, si on replace le curseur, tu découvres la franco-suisse, le Doubs dans les années 80, 90 Non, début des années 2000. Début 2000. Début okay. 2000. Avant les grandes sécheresses de 2003. Avant les grandes sécheresses. Ouais. Là, la rivière était encore... Pas trop colmatée.
pas trop colmaté. C'était pas le plat d'épinards, c'était le carrelage. Non, il y avait encore des épisodes avec de l'eau. Même en plein été, il y avait de temps en temps des petits orages, il y avait de l'eau. Donc ça nettoyait un petit peu. Ah, c'était pas l'agonie comme maintenant. Ah non, c'était pas l'agonie comme maintenant. Et puis, il y avait encore une densité de poissons respectable. C'était plus... Donc toi, t'arrives, tu te concentres sur les zébrés directs, tu les ombres, ça a jamais été ton délire, t'es Non. zébré quoi. Ouais. Moi, c'est zébré. Et donc quand t'arrives là, t'arrives avec ton maître, t'as affiné tes nymphes, t'es sur de la pheasant tail, c'est Alors, comment ta transition sur la rivière alors? Sur la rivière, c'est surtout tout de suite, la personne qui m'a mis une canne à mouche dans les mains, elle a tout de suite attiré mon attention sur, alors, ta canne, tu changes pas. Ouais, Tu t'adaptes, tu prends une canne, et c'est ça. ça c'est intéressant. Ouais, mais tu baisses la puissance de soi quand même, t'attaques pas en soit de 7, soit de 6. Ah non, au début, ça a commencé par la SWAT 5, SWAT 6 très vite. Donc GLX classique, SWAT 6. Ok. C'est 9 pieds, soit 6. 9 pieds SWAT 6. Bam, le classique. Ouais. Et tu pêches avec une SWAT 5. Moi, depuis 15 ans. Tu décharges un peu vis-à-vis de la puissance de la canne. Ouais. Ok. C'est ce qui te permet d'avoir un posé un peu plus... Onctueux. Ça va compenser en fait. Au niveau des posés, tu as besoin d'avoir une certaine légèreté. Tu dois être précis, tu dois amortir tes badlings, que ça se déroule, mais tu dois faire tes amortis pour le parachute, pour les dérives mortes, pour que ta nymphe elle tombe en premier, puis que tu as tout ton badling qui vient, toute ta pointe qui vient se tomber après. Une SWAT 5, elle aide beaucoup à retenir en fait et à ramener après. Parce que si t'es avec la 2-3, c'est vraiment du fil d'Ariane, t'es pas dans ces dynamiques-là. Ouais. Il y a un pet devant, tu casses pas, tu passes pas. Ouais. Quand tu dois poser correctement à 12-15 mètres, il faut quand même un peu de poids pour envoyer. Ouais, quoi. dans la WF, il faut quand même un peu de charge. Un peu chargé, ouais. Et puis la 9 pieds SWAT 6, elle a cette particularité, c'est que tu vas la gérer. Au bout d'un moment, tu vas la sentir, ta canne. Mais ça, voilà, il faut y passer du temps. Et il faut surtout ralentir les gestes. Est-ce que tu me dis Trois quarts des gens, ils vont trop vite. C'est trop vite. C'est trop vite. Ouais. Tu veux aller trop vite et ton geste est trop rapide. Ouais. Alors que tu ralentis ton geste et ça se déroule tout seul. Tu sens pas le truc, tu veux forcer pour faire le mouvement. Les trois quarts, ils forcent. 40 000 faut lancer. Mais c'est sur un poisson. C'est ce qu'il disait Jean-Marc Sommaret, et puis il le disait très bien. Ils veulent aller trop vite. Et puis ils mettent de la force alors que t'as pas besoin de forcer. Si tu connais bien ton matos, tu peux l'exploiter doucement. Moi, ce que je dis d'ailleurs à mon frérot, à Rodrigo, que je salue. On va en parler après. C'est ce que je disais, il faut y passer du temps. Donc la fermeture, après la fermeture de la pêche, moi, souvent, je prends ma canne, je prends mon moulinet, ma soie, je reprends une nouvelle soie, je vais lancer dans le parc. Tu travailles tes gammes, quoi. Ouais. Je vais lancer juste pour m'amuser. Parce que... Pour garder le contact avec la... Ouais. Alors, garder le contact, et puis petit à petit, tu vas commencer à sentir ta soie différemment. Ouais. Tu sens le poids de ta soie, tu sens le poids de ton timing, tu sens le poids de ta boucle. Et puis, ton corps de badling, quand tu arrives à gérer ton corps de badling, c'est une chose. Gérer la pointe, c'en est une autre. Ouais. Et puis, changer. Il y en a ceux qui changent tout le temps, qui cherchent des formules magiques tout le temps. Ouais. Mais arrêtez, les gars. Les trucs d'astrophysiciens. Arrêtez. Mais faites-vous une formule et gardez-la. Changez plus. Et sinon, tu n'auras jamais une stabilité, puis tu ne pourras jamais mettre en place des... Que tu ailles sur un petit ruisseau, encombré. Bon, des fois, quand c'est trop encombré, moi, j'y vais même pas. On parle des extrêmes, mais bon. Moi, j'y vais même pas, mais il y a des rivières. La plupart des rivières que je garde toujours le même badling. Mais du coup, donc quand tu es arrivé en rivière, ça a été quoi le challenge? Parce que là, c'est plus les lacustes, les gamards. On est sur de la nymphe plus petite, on est sur des trucs qui se barrent. Ça a été quoi Au début, c'était très compliqué. Ouais, c'était très compliqué parce que le timing du ferrage, c'est... Encore aujourd'hui, il y a des jours où elles sont impossibles. Il y a des jours où le timing du ferrage, c'est pour moi le plus dur. C'est le bon timing pour ferrer au bon moment. La recherche, moi, personnelle, est toujours la même. C'est le poser et la dérive. C'est chercher le moment exact. Au moment où ma nymphe touche l'eau, le ressenti de savoir que là, sur ce posé,
le poisson qui est 4, 5, 6 mètres plus bas, je sais que là, elle va prendre. Ouais, t'aimes le calcul parfait, t'aimes C'est annoncer. cette recherche. Ce qui te fait plaisir, c'est presque d'annoncer. Ouais. C'est là que champagne pour toi, t'es en mode là. Et c'est ça que je cherche, et Ouais. c'est ça que je travaille sur moi-même. Ouais. C'est pas forcément, oui, bien sûr, les gros poissons, un poisson que je vais découvrir, et après je vais retourner la voir, et je vais la travailler, je vais l'étudier, cette truite, et je vais retourner. Il y a des poissons dans lesquels tu fais 80 heures dessus, pour essayer de la faire, et des fois même plus. D'année en année, tu retrouves le même poisson. Il y en a certaines. Mais c'est pas ça. Moi, si je devais parler de ce qui me donne le plus, c'est vraiment le poser et la dérive. Ah, c'est ça qui te fait bander, entre guillemets. Moi, c'est ça, c'est de poser. Et le moment où je pose, je peux dire aux copains, dans ma tête, je sais, là, elle va prendre. Ouais, l'anticipation. Mais du coup, comme on a quand même un public pas mal de débutants, on prend un franco-suisse classique. T'arrives à Goumois, t'arrives à Grand-Comte-des-Bois, t'arrives au Pré-Bourrassin. Comment t'attaques ça? Tu te définis comme un pêcheur de gravière. T'es pas comme moi qui va aller à l'arbalète, dans la souche, les bordures. Toi, t'as une vision gravière. C'est quoi ton approche? T'arrives au Pré-Bourrassin, on prend un grand classique de la franco-suisse. Tu es sur la gravière, tu fais du wading, tu analyses d'abord, tu regardes les insectes. C'est quoi ton instinct d'approche? Mon instinct d'approche, c'est il faut du temps. Ça, c'est intéressant. Il faut du temps. Et On court pas partout. Ah non, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. Il y a pas mal de très bons pêcheurs qui le disent. Et moi, voilà, du haut de ma petite expérience là-dedans, je le dis, il faut du temps. Et si celui qui prend un week-end, 2-3 jours, bah, laissez vos cannes dans la voiture, laissez vos matos, prenez les godasses et allez au bord de l'eau. Tu regardes déjà le livre ouvert en arrivant. Tu arrives sur le Doubs au 20 mètres, tu regardes ce qui se passe. Tu vas Il y a aller encore regarder. des mouches de mai, est-ce que c'est sur les gamarres? Tu vas regarder, tu vas observer. La biologie d'abord. Tu vas voir ce qui se passe. Ouais. Sans canne, sans rien, tu vas regarder. Donc tu vas regarder, est-ce qu'elles sont la tête en bas, la tête en haut? Alors, sur le Doubs, bah écoute, ça a beaucoup changé ces dernières années. Bah, la densité, ça a changé. C'est plus ce que c'était. C'est plus la fête, quoi. Ah, mais je te reprends sur une pêche classique du Doubs, même à la grande époque, pour voir la dynamique. Quand tu arrives, tu vois tout de suite des poissons qui navent, parce que tu as la vision, parce que c'est pas facile pour les débutants. Toi, tu es dans ton monde, mais comment t'expliques que... Comment tu arrives sur le Doubs, tu as pris ta carte, est-ce qu'elles sont en place sur la gravière, est-ce qu'elles mangent, qu'elles Alors, mangent pas? c'est moi, ce que je fais, c'est que voilà, il y a des secteurs que je connais. Ouais. Et des secteurs que je connais bien, des secteurs que je connais moins bien. Moi, ce que je fais, je vais là où je connais. Là où je sais qu'il y a du poisson qui se tient. Ça. Tu vas pas te faire mal dans des trucs. Je vais là où je connais. Et puis là où j'ai du vécu. Et puis je vais les chercher. Et puis quand tu arrives, tu vois tout de suite s'il y a du monde, s'il y a quelqu'un, s'il y a personne. Et puis tu vas descendre, tu vas d'un spot à un autre en cherchant à voir si les poissons s'endorment. Quand elles sont là, en général, t'as pas besoin. Il y a des jours plus compliqués que d'autres, mais quand tu arrives et puis que les poissons sont là, en général, ça va assez vite, quoi. Et ta nymphe de base sur le Doubs, alors, ça va être une ORL, un gamard, une pheasant-tail, c'est quoi? C'est pheasant-tail. J'ai 3 modèles de pheasant-tail, et avec ça... Je vais arrêter de faire parole de moucheur, parce qu'au final... tout le monde va te dire pareil. Enfin, ils vont tout me le dire, monde. arrête de faire 10 heures d'interview, pheasant-tail. T'as 3 têtes. Vas-y. T'as 3 têtes. Ouais, c'est intéressant, vas-y. Écoute, t'as la cuivre, ouais. T'as la tête noire, et t'as la tête orange. Et là, si t'es bon, que t'as la dérive, l'analyse, il y a pas à chercher plus loin, quoi. Tu t'as fait tes devoirs. Ouais. Tu arrives à les poser correctement. Les tailles, c'est important. Je peux montrer ta boîte de tes Ouais, les cuivres, tout ça, quand on en discute, justement. On va la montrer à la caméra. On va montrer ça comme ça, puis tu vas me parler un peu les tailles, les têtes. Tu montes le panneau, puis je le montre. Alors, voilà. Donc, là, effectivement, on a les 3 têtes. Donc, taille d'hameçon et lestage. Alors, t'es en tungstène, t'es en plomb Alors, c'est que du fil de plomb. Les plombages sont faits en 0,4. Les petites tailles en 0,3. Ah ouais, t'es du Somaré, toi. Putain, ouais. Et alors... Donc, fil de plomb 0,3 mm, je dis pour les... Ouais. Ça pas, ouais. Les tailles 18, 20, c'est en 0,3. Donc, ça varie du 20 au 10, 12, même pas, non? Alors non, 14, c'est les plus gros. Putain, ah ouais.
14 c'est le plus gros. Ah, ok. Et après, ça descend jusqu'en 22. Allez, sur des petits poissons, on descend en 24. Ouais, ta routine, c'est du 18, quoi, je pense. 18-20. Ouais, la franco-suisse, c'est ça, dans l'idée. 18-20, pas plombé. Ouais. Et du coup, le choix des têtes, on va la laisser là, comme ça, voilà. Et donc, quand est-ce qu'on met de l'orange spot, quand est-ce qu'on met de la noire, quand est-ce qu'on met de la cuivre, c'est le soleil, c'est... Comment tu choisis ça, toi? Alors, depuis des années, moi je commence toujours par la même nymphe. Et puis, il y a une bonne réaction. Je vois un poisson, je fais un passage. Ah ouais, tu fais un A/B test, quoi. Voilà, tu fais un passage, ça prend. Ouais. Bah, c'est bon. Ouais. Ça prend pas, bah tu changes. Ouais, t'élimines déjà les aléatoires, voilà. Tu testes et tu déduis, quoi. Mais après, il y a des jours où les trois, elles vont bien. Ouais. Que ce soit la cuivre, la tête noire ou la tête orange, les trois, elles passent. Et Mais les au trois, moins, elles rentrent bien. toi, t'as tes barrières sur ta stratégie, tête cuivre, tête orange, tête noire, et de là, tu déduis une méthode, parce que tu te perds pas dans 100 modèles différents, où tu vas te noyer dans un truc... T'as des très très bons modèles, par exemple les ANR sont excellentes, elles fonctionnent très très bien. Mois d'août, à l'étiage, c'est une nymphe redoutable. Il y a des poissons qui font des écarts phénoménaux sur cette nymphe. Après, il y a d'autres modèles qui fonctionnent. On dit ça marche. Non, ça marche pas. Ça marche, non. C'est nous on marche. Une nymphe, elle fonctionne, elle prend ou elle prend pas. Les trois, pour moi, la base, c'est ça. C'est ces trois-là. Après, il y en a d'autres. L'ANR, c'est pour l'étiage. Après, tu as des quills qui sont très très bons pour l'étiage aussi. Les quills... Plus discret, quoi. Ouais, plus discret. Donc, tu vernis pas tes quills, je suppose, ou alors, tu as les deux. Ouais, tu fais les deux. Tu les vernis, tu les vernis pas. Tu as des quills que tu peux alléger en faisant des corps en mousse. Ah ouais, carrément, là, on est dans de l'allègement, quoi. Ouais, en 20... Quand t'as une truite qui est dans une bordure avec limite la dorsale qui sort, tu peux pas attaquer avec ne serait-ce que le poil de l'hameçon, il est trop le poil de l'hameçon, après ça dépend aussi quel poisson t'attaques. Ouais. Parce que dans ces trois modèles-là, tu as le Tiemco, bien sûr. Tiemco 100, ok, c'est un hameçon de base. Ça, c'est ta grosse base, le Tiemco 100, ouais. Alors, je l'utilise quasiment plus. Moi, je trouve qu'il a une hampe vachement longue, quand même. Hein oui, mais c'est un hameçon qui, pour moi... Parce que, par exemple, Jacquemin l'aime pas parce qu'il disait que ça décrochait trop. Alors, c'est des goûts et des couleurs, mais c'est vrai qu'il a une hampe longue. Hein. Alors, ça fait des beaux éphémères allongés. Pour les sèches, c'est très bien. Ouais. Mais pour les nymphes, moi, il me convient de moins en moins. Donc, c'est quoi de plus en plus tu prends pour les nymphes? Moi, c'est toujours dans les Tiemco, mais le 37-61 et 37-69. Ouais. Puis là, tu as une force de fer... Là, le poids de l'hameçon, d'ailleurs, de plus en plus, on doit les alléger. Tu dois mettre soit du liège, soit de la mousse dans le corps pour les alléger, parce que rien qu'au poser, ça fait trop de boucans. Ouais. Ça fait trop de boucans, et puis même à 6-7 mètres du poisson, ta truite, elle t'a pas vu, elle t'a pas senti, mais au poser à 5-6 mètres, elle est loin. Par contre, avec un Tiemco comme ça, en 18 ou en 16, une 60, elle tient, hein, ça plie pas, quoi. C'est quand même sur du Tiemco, là, Alors, c'est du Tiemco 100, tu dis? Non, les autres. Les 37-61, 37-69. Écoute, il y a des séries cet hameçon, il est exceptionnel, mais il y a des séries meilleures que d'autres. Ah ouais, tu vois une différence. Ouais. Et d'ailleurs, même au montage, il y a certains hameçons, même chez Tiemco, quand tu le serres sur ton étau, tu peux l'abîmer. Ah, tu le vois direct à l'étau sur la pression. Pas direct à l'étau, non. Sur certaines séries de certaines nymphes, tu vois qu'il va avoir plus de facilité à s'ouvrir. Après, tu restes sur Tiemco, une fois de plus, avec tout le monde qui est passé ici. Peu importe les horizons des moucheurs, putain, Tiemco, c'est quand même impressionnant. Mais il y en a d'autres. Le Camazon, il va bien aussi sur certains... Avec un rapport qualité-prix qui est fou comparé à la qualité des Camazons. Des fois, avec Ardillon, Camazon, ils ont une super gamme qui est depuis pas une centaine d'années, mais des dizaines d'années, Camazon référence. Ils sont très bons. Zanella pêche beaucoup avec du Camazon. Pour citer un B405 en 14. Un pêcheur de grosse truite, quand Zanella il dit qu'il pêche avec Camazon, ça pose le respect. Quoi. Ouais, parce que c'est un très bon hameçon. Moi, j'ai ouvert... il y a 2 ans, j'ai ouvert 2 B405 en 14 sur 2 très beaux poissons où j'ai bridé comme un chien. J'avais pas le choix. Il y avait la maison, il y avait la souche en face, puis elle rentrait dedans, c'était fini. Donc j'ai bridé et j'ai ramené mon hameçon. Il était comme ça, quoi, légèrement ouvert. Et c'était du B405. Précipitation, encore une fois, mon erreur, parce que j'aurais pris le temps de changer la nymphe
je l'aurais peut-être sorti. Et voilà, le B405. Alors que sur des poissons plus modestes, il n'y a jamais de problème. Et en termes de pointe, t'es plus sur du 10-12 centièmes là, sur le doux, on sort du monde des lacus, Le là, il doux, faut y aller mollo, alors, là. Pendant 10 ans, je le pêchais en 12, 8, Ouais. Rio. Tout le temps en 12. Le même fluoroflex, même histoire. Même Rio Ouais. Fluoroflex Plus. Tu continues ce que tu connais dans la même continuité. Ouais, mais voilà, tu changes pas une équipe qui gagne. Ouais. Tu t'adaptes à un truc, tu changes pas. Mais toi, t'es le gars qui descend au 8 centièmes à l'étiage ou- Non. Non, j'ai eu, il y a une dizaine d'années, j'ai eu essayé le 10 centième. J'ai vite compris que c'était de la bêtise. Pour moi, c'est mon avis, c'est personnel. Je Trop de respecte, place, ouais. je respecte ceux qui le font. Moi, je le fais pas parce que pour moi, c'est de la bêtise. Donc au pire de l'étiage, toi, en 12 centièmes, tu considères que si la dérive elle est bonne, ça... Alors, passe, quoi. et ça, je l'ai compris il y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans. J'ai commencé à pêcher le doux, justement. J'ai commencé à le pêcher en 15 et en 16. Enfin, 15-8 et en 16. J'ai commencé à tester un autre nylon. Le Trout Hunter. Non. Non. Celui-là, je l'ai testé une fois et puis j'ai donné. Les bobines que j'avais achetées, je les ai données. Bah, parle-nous nylon, c'est quoi que t'as testé d'autre alors? Alors, il faut que je regarde mon téléphone. C'est un copain à Genève qui vend ça. C'est le magasin Royal au fil. Pêche Non, Au au fil- fil de l'eau. Ouais. À la place d'Augustin. C'est monsieur Olivier Marmillot qui tient ça. Il a un fil que. Moi, j'y croyais pas au début. Puis il me l'a fait tester. D'ailleurs, Pascal, qui travaille au magasin, il m'a dit teste-le. Pascal, c'est un peu un deuxième papa. C'est un ami que je porte avec moi. Et je voulais lui faire un petit clin d'œil. Il m'a dit teste-le. Et puis j'ai testé. Alors en 14 et en 16, incroyable. Incroyable ce nylon. Mais le Rio toujours. Et puis pour revenir au truc. Donc sur le doux, en 15-8, je me suis rendu compte que si tu passes juste, les poissons ils prennent pareil. Putain, 15-8, c'est fou, parce que la majorité des gens qui débarquent Puis sur le doux, j'ai deux copains. J'en ai un, c'est Antonio. Il pêche aussi beaucoup le doux. D'ailleurs, il pêche beaucoup le grand combe. Il est sur Neuchâtel. Et lui, je lui ai dit, Antonio, arrête de pêcher en 12. Arrête de pêcher en 12. Pêche en 14, pêche en 15. Tu verras, elles prennent pareil. Si tu passes juste, elles prennent pareil. Putain, c'est fou. Puis 1 an, 2 ans, et puis il est revenu, il m'a dit, tu sais Rick, t'as raison, quoi. Si tu passes juste, elles prennent pareil. Ouais. Il faut que la neuve passe en premier. Il faut pas qu'elle voie ton posé. Et il faut que la dérive soit propre. Dérive morte. Pas d'animation, pas de bip. Il faut que ça passe juste. Ça passe Ok, juste. donc là, ok, les Pheasantay, tête cuivre, noir, orange. Et puis les petits cas à part du 12, ça va être du gamard, de la fourmi, du trichoptère, où t'es vraiment une fois de plus à 98% sur de la Pheasantay, ouais. 90% c'est de la Pheasantay. Après, la Bienne, la basse rivière d'Ain, la haute rivière d'Ain, gamard. Ah ouais. Gamard. Alors que sur le doux, le gamard, c'est pas... Écoute, moi j'ai pris quelques poissons au gamard, mais pas besoin. Ouais. Pas besoin. Tu pêches avec la Pheasantay, tu pêches juste, t'as pas besoin. Et du coup, là, si on part sur les gamards, donc sur les rivières ultra-calcaires, Bienne, nous, tout ça, c'est quoi ton gamard de référence sur la Bienne? On est sur de la taille 14, du 16, de l'olive, du crème, on est sur quoi, là? Sur des phares sédentaires? Alors, 14, 16 et 18. Ouais, 18. Beaucoup 18. Beaucoup 18. Et toi, t'as un gamard, entre guillemets, à l'ancienne, patte en coque, ou t'as du lièvre, ou c'est quoi ton Moi, gamard? mon gamard, je le fais peau d'anguille et pour les pattes, lièvre arctique. Putain, alors, faut que tu nous expliques la peau d'anguille, là, que je comprenne, parce que je sais qu'il y a un truc, mais donc c'est quoi? La translucidité, la Alors, couleur, la... La peau d'anguille, d'ailleurs, pour monter les gamards en peau d'anguille, il faut déjà, tu coupes les lamelles, il faut pas que la peau d'anguille elle soit trop épaisse, il Ouais. faut pas qu'elle soit tannée trop épaisse. Ouais, sinon ça fait vraiment brut. Ouais. C'est pas confortable à l'étau. Il faut trouver la parade pour la Gagner une rendre. souplesse quand même. Alors, pour gagner en souplesse, tu coupes les lamelles et tu les mets dans l'eau. Ok. Donc là, ça devient tout mou. Hein. C'est comme Ouais, tu humidifies, oui, bah c'est de la peau naturelle. Ouais, ça devient tout mou. Et en fait, tu montes ta nymphe, ton gamard, parce que c'est un gamard, c'est pas une nymphe. Ouais. Tu montes ton gamard. Crustacé. Voilà, tu montes ton gamard. La peau, elle doit être
mouillé. Ouais, pour qu'elle ait l'élasticité, sinon Pour que tu puisses la c'est trop recourber. dur. Ouais. Sinon, c'est trop dur. Et puis, quand tu fais tes enroulements, bah, tu coupes. Mais du coup, c'est la couleur, la translucidité, c'est quoi qui plaît Alors, là-dedans? Moi, j'ai remarqué que la même nymphe montée avec des produits synthétiques, il y a certains poissons, pas tous, mais certains poissons, ils la gardent un peu plus longtemps en bouche. Ah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. Et puis, j'ai remarqué qu'en la mettant dans l'eau, des fois, elle dégage une sorte d'huile. Ouais, bah il y a toujours un petit côté huileux Donc, sur la... Quand ils la prennent, je sais pas, est-ce qu'ils sentent quelque chose? Mais il y a quelque chose. Donc, peau d'anguille et deux billes de lièvre, pâte de coq, t'as plusieurs versions? Non, lièvre arctique, Lièvre arctique. c'est tout. Qui a aussi cette petite translucidité, une fois de plus. Ouais, le lièvre arctique, ça c'est... C'est déjà super fin et puis c'est un peu conique comme poil. Ouais, c'est Alors, top. t'as le duvet en fait du lièvre arctique qui est très bon, mais la pâte de lièvre arctique, Mais tu sélectionnes une partie spécifique de la pâte, quoi. Tu prends pas du plein poil, tu cherches les... tu cherches là où ça va être le plus translucide. Ouais. Parce que le poil il devient translucide. Et tu Alors- teintes tes lièvres arctiques toi-même? Non, je les les achète chopes, quand je vois une couleur qui me plaît. Tu peux nous dire un ou deux magasins comme ça ou c'est secret? Alors, Royal Pêche Ouais, à Chaux-de-Fonds, ouais. c'est Miguel Ribeiro. Ok, bah on en parle, ça fait plaisir d'avoir un magasin physique, là, Chaux-de-Fonds, ouais, on est franco-suisse, là, on est dedans. Écoute, là, et puis pour tout, hein. Les cannes, tout le fly tying, tout le... Les cannes Pozzo, des très très bonnes cannes. Ok. Moi j'en ai une qui m'a fait tester. D'ailleurs, je suis parti pêcher le Doubs franco-suisse. Il m'a dit tu testeras cette canne. Je l'ai prise et puis j'ai jamais ramené. Je l'ai gardée. Exceptionnelle. Elle me fait beaucoup penser à la GLX en 9 pieds SWAT 6. Exceptionnelle, très très bonne. Mais il a une très très bonne cam. Mais donc en fly tying, ouais, il est équipé. Tout ce qu'il tu faut. peux y aller à la Chaux-de-Fonds. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Et donc ton lièvre arctique, tu le twists, tu le twistes, ouais. tu le twistes et en fait tu le gardes en bas. Tu le gardes pour faire les pattes. Puis tu rabats ta peau d'anguille. Donc tu rabats ta peau d'anguille, t'as le dubbing, et tu lui places un vernis à la peau d'anguille ou pas? Alors tu peux faire les deux. Ouais. Tu peux faire naturel, sans vernis, ce que je préfère. Et tu peux aussi le vernir, mais il faut la laisser sécher d'abord. Ouais. Parce qu'il y a eu l'humidité. Sinon Tu peux mettre un petit orange spot avant de rabattre ta peau d'anguille. Et puis les nœuds. Un bon... Et tes nœuds de tête, tu finis à la glu ou non alors... Non. Naturel? Tu fais Zéro chimique? deux demi-clés, et puis c'est emballé, c'est pesé. bon, ouais. Et du coup, donc sur ces gamarres classiques de la franco-suisse, olive, crème, moutarde, brun. Olive. Gamard, olive. Ouais, t'es carrément, ouais. Olive. Un bon olive foncé, ouais. Olive, clair. Il y en a des clairs, des plus clairs, des plus foncés, mais c'est le gamard, quoi. Olive, quoi. Olive avec les pâtes crème translucide. Et du coup, comment tu vas détecter, on reprend la franco-suisse pour aider ceux qui nous regardent, une truite qui est sur des éphémères, elle va plus faire des avancées en dehors du fond, et une truite sur les gamarres, elle va brouter. Comment tu détectes si elle est sur des éphémères ou des gamarres, en fait? Parce que ça, c'est intéressant. Tu l'observes, ouais. Tu la regardes, puis en fait, les truites qui cherchent en bordure, elle peut... tu regardes ce qu'il y a dans l'eau, parce que souvent les gens ils prennent pas le temps d'observer, de regarder. Et puis tu vois ce que le poisson il fait. Voilà, tu restes immobile, tu fais les ronds pendant un petit moment et tu regardes, tu observes ton poisson. Si elle est sur les gamarres, tu la vois prendre et puis tu regardes dans son entourage qu'est-ce qu'il y a. Et puis quand c'est les gamarres, tu vois qu'il y a du gamard. Et quand elle est sur les nymphes, souvent tu la vois monter un petit peu, alors que sur les gamarres, elle monte rarement. Ouais. Elle est de face, souvent. Et tu fais des contenus stomacaux ou pas? Toi, t'as jamais fait ça? Par le passé, oui, je l'ai fait. Maintenant, il n'y a plus besoin, tu veux dire. Et puis, il y a des périodes qui sont classiques. Il y a la période du frais des gamarres, où les poissons ils viennent en bordure, tu les vois attabler. De moins en moins, il y en a de moins en moins. Et là, du coup, tu switches de couleur de gamard, tu fais des trucs plus orange-rose ou tu restes sur l'olive classique et tu mets un spot ou tu fais quoi quand c'est mai-juin, là, le frais des gamards? Tu la lui montres. Il faut la lui montrer, la nymphe. Comment ça? Il faut la lui montrer. Ah ouais, faut vraiment lui mettre... Ouais, il faut la lui montrer. Puis là, par exemple, sur la basse Riverdun, il faut des gamarres flottants. Ouais, ça parce qu'elles sont à ça de la surface. Il y a presque un biofilm tellement il y a de matière grasse là-dedans. Non, il faut des gamarres qui flottent. Et tu les compenses avec de la mousse ou du liège? Ouais, la mousse et du liège.
Et t'arrives à les faire flotter ou on est juste sur du planant? Parce que flotter, c'est... C'est très compliqué, mais on y arrive. Après, c'est pas des gamins hyper costauds. Je veux dire, tu prends un poisson. Ouais, c'est des nymphes à un poisson. C'est des nymphes à un poisson, ouais. Puis, après, sur la basse, il y a eu, pendant quelques années, il y a eu un petit particularité, c'est qu'il fallait leur donner des couleurs qu'elles n'avaient pas l'habitude de voir. Parce que quand tu leur donnais des trucs qui étaient du commerce, elles avaient tout vu, quoi. Elles avaient déjà tout vu, donc il fallait leur donner un truc qu'elles n'avaient pas encore vu, puis elles venaient les prendre par curiosité. Puis tu prenais quelques poissons comme ça. Maintenant, il y a moins de poissons, et elles sont devenues plus éduquées, plus difficiles à leurrer. Quand elles sont vraiment attablées sur les gamins, elles sont devenues un peu plus... Elles sont pas aussi faciles qu'il y a une dizaine d'années. Et pour refaire un dézoom sur la franco-suisse, si je dis une connerie, c'est 100 km de berge des deux côtés. C'est quoi l'idée? Parce que c'est super vaste, le Doubs franco-suisse, non? Alors, sur la carte de la franco-suisse, je parle. La carte de la franco-suisse, c'est côté... c'est 50 km de berge. Le parcours suisse, il est pas très grand. Hein. Et... Non, mais si tu fais la franco-suisse, elle te donne droit aux deux berges. Alors, la non. Carte. Non. Ah ouais, je croyais. Non, parce qu'en fait, t'as la Grand Combe. Donc, t'as un côté français. Donc, Grand Combe des Bois, ouais. Et t'as le côté suisse. Donc, avec le... Alors, à Grand Combe, il y a le problème de la luminosité. Côté français. Ouais. C'est top. C'est tellement encaissé que... Voilà. Côté français, t'as une luminosité qui est très bien à partir de 10-11 heures. Ça dépend de la période aussi. Mais côté suisse, t'es à l'ombre, quoi. Je veux dire, t'as une visibilité pas super. Mis à part en fin d'après-midi, ça dépend quand. Et donc du côté c'est plus intéressant le côté français, même si le côté suisse tu pêches aussi, je veux dire tu rentres dans l'eau, il y a des endroits tu rentres dans l'eau et tu vois du poisson et tu pêches pareil. C'est pas un parcours que je considère très grand, t'as une très très belle balade à faire. Ah oui, ça elle fait mal celle-là. Ouais même côté suisse c'est aussi physique apparemment. Alors côté suisse, t'as la marche quoi. Ouais. Ou alors prends une barque. Tu prends une barque. Il y a je sais pas mais il y a des copains qui en ont. Et puis, sinon, il y a la marche. C'est toujours bien. Puis toi, ce qui te plaît, c'est qu'à Grand Combe, tu as quand même une belle partie lacustre. Enfin, un peu plus typé lacustre avec moins de courant où ça s'enfonce et où il y a peut-être des beaux poissons. Là, ouais. Écoute, j'ai peu pêché cette partie-là. J'ai plus dans les courants, ouais. J'ai plus... alors, c'est pas vraiment des coups... Ouais, il y a du courant, mais c'est quand même... c'est le doux, quoi. Ouais, les radiers, quoi. Ouais. Les radiers avec les bordures, les poissons postés. Alors, cette année, j'y ai pas mis les pieds. J'y suis même pas allé. Il y a eu une grande mortalité l'année passée. Des copains qui sont allés, on a perdu 90% du cheptel. Même voire plus. Ouais, en 3 ans, ça a été l'hécatombe, quoi. Alors là, Olivier, par exemple, que tu connais aussi, lui, il a fait 4 jours, je crois, il a vu 2 poissons. Je veux dire, quand un copain comme ça, un gars en qui j'ai confiance. Et puis il y passe du temps en plus. Ouais. Puis lui, je veux dire, il a des yeux, je le connais bien. Tu peux l'estimer, quoi. Donc lui, il me dit, Rick, j'ai vu 2 poissons. Après, il y en a eu d'autres qui ont vu un peu plus de poissons. J'ai pas voulu. C'est plus ce que tu as connu, quoi. Non, c'est pas ce que j'ai connu. Et puis, ça me fait mal au cœur. Et rien que d'en parler, j'espère que ça reviendra. Et puis, l'année prochaine, j'irai peut-être faire un tour, voir de mes yeux ce qu'Olivier il a vu de ses yeux. Puis, voir peut-être 1 ou 2 poissons. Bon, il reste des ombres. Il y a aussi un autre copain, Antonio, il m'a dit, Ricardo, il reste des ombres. J'ai vu 1 ou 2 trucs. Mais ça, c'est pas ton délire, quoi. Ouais. T'es zébré, quoi. Non, moi, voilà, même, c'est pas forcément des gros poissons, mais il faut que j'en voie du poisson. Et du coup, comme tu m'as dit, comme tu transfères sur la Bienne, c'est quoi la différence entre le Doubs et la Bienne? C'est l'absence de barrage, c'est pas le même profil? Alors, il y a des barrages aussi sur la Bienne, hein. Il y a le barrage de la Vancia. Ouais, mais ils te mettent moins de bordel dans ta pêche que sur le Doubs, non? Sur la Bienne, t'as plus de stabilité ou pas forcément? On va dire qu'il reste du poisson sur la Bienne. Il reste du poisson. Il y a des jours, tu vas arriver... moi, ça m'est arrivé avec mon binôme, d'arriver sur la Bienne, de faire 8 km de bordure, de ne pas voir une truite. Une semaine après, on y retourne, on en fait 5 chacun. Ah, c'est vrai. C'est son sortie ou pas, quoi. Mais la Bienne, l'eau est plus claire. C'est quoi les vraies différences avec le Doubs? Alors, les vraies différences, c'est que la Bienne, quand elle chauffe,
Et quand il y a un débit très faible, elle devient impêchable. Elle devient impêchable. Elle trouble. Elle devient... comme il disait là, il y avait un copain qui avait une expression. Il disait, ouais, c'est la pisse d'âne. Ouais. Ouais, elle perd cette clarté. Elle perd la clarté, et puis tu vois plus les poissons, et puis elle est trop chaude. Ouais, donc elle est quand même plus chaude que le Doubs en général. Ah oui, ouais, c'est oui, moins elle chauffe. encaissé, c'est moins... Elle chauffe plus. C'est plus une rivière de plaine que le Doubs, quoi. Cette année, j'ai pas mal été, et puis j'ai remarqué un truc que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est que plus je remontais la Bienne, plus elle était fraîche. Non, je dis une bêtise. Plus je descendais, plus elle était fraîche. Donc au haut, elle était... Ouais, inversé de ce qu'on pense, quoi. Ouais, exact. Alors qu'elle devrait être plus fraîche en Biologiquement, remontant. ouais. Et puis là, je remontais, elle était de plus en plus chaude. Et puis Parce que toi, tu prends les températures, par contre. Ça, c'est oui, quelque chose d'important. j'arrive au bord de l'eau, le thermomètre il est dans l'eau. 18, on ne pêche pas. Ah ouais. 18, on pêche pas. Putain. Et les mois de mars, les ouvertures, je sais pas, une idée, c'est du 8, 7, 9 Là, degrés. je mesure pas parce que pas besoin. Ouais. Mais il faut voir les débits, quoi. Ouais. Là, les débits sont importants. Mais putain, tu te prends jamais des barrages sur le Doubs parce que comment tu gères les barrages sur le Doubs, il faut des habitudes, c'est des secrets. Il y a beaucoup d'abstention dans le sens où quand il y a de l'eau, j'y vais pas. Donc tu regardes toujours ta courbe sur internet avant d'y aller, quoi. Voilà. Quand il y a de l'eau, il y a des débits pour. Il y a des débits qui vont faire que tu peux pêcher. Il y a des débits qui font que ça sert à rien. D'ailleurs, il y a un copain, moi je l'appelle Titi, il s'appelle Valentin. Et lui, il me dit, ouais, mais si je faisais ce que tu fais, je pêcherais jamais, quoi. Parce que toi, tu pêches que quand il y a des conditions comme ci, comme ça. Lui, il adore la pêche à vue, mais il pêche aussi au fil. Il pêche... Il est plus polyvalent. Ouais, c'est pas... Il est polyvalent, oui, il fait de la... Il va s'adapter au débit. Il va s'adapter, tu vois. Et c'est très bien. Toi, tu veux la belle pêche à vue ou rien, entre guillemets. Ou tu changes de rivière, quoi, au pire. Ouais, au change de rivière, j'y vais pas. Moi. Je fais ça ou rien. Ok. Donc, on a fait le Doubs, la Bienne. Et ta Loue, c'est quoi? C'est plutôt au-dessus, le Moutier, la Val des Gorges? T'es une Chez moyenne Sanso, Loue, ouais. et puis Chencey-Bouillon. Ouais. Et puis, j'ai eu la chance de faire la piquette pendant qu'il était encore là, Gattes, Marc. D'accord. C'est qui? Je connais C'était le propriétaire. D'accord. Ok. Donc Donc le lodge de la Piquette. Qui était le lodge de la plus, piquette, ouais. ouais. J'ai eu la chance de connaître Marc Gattes. C'est un super souvenir. Donc attends, si tu nous la Piquette, c'est Laval d'Ornans. Moi, je suis pas bon là-dedans. C'est où la Piquette comparée à Ornans? Alors, tu me poses une bonne question parce que moi je pense que c'est en amont de chez Sanso. Je suis pas sûr. Ouais. Je pense que c'est en amont de chez Sanso. C'est un parcours qui est d'une beauté. Mais au niveau de la diversité, au niveau de... Alors au niveau du cadre. Du visuel, ouais. Du cadre, c'est d'une beauté. Puis bon, je suis allé il y a 20 ans déjà. Quasiment. Presque 20 ans. Et comme chez Sanso, c'est un parcours qui est magnifique. Et il reste du poisson. Plus que c'était, mais il reste du poisson. D'ailleurs, là, cette année, je me suis rapproché de la Loue. J'espère y aller en 2024, voir de mes yeux ce qu'il en est. Je me prépare déjà psychologiquement là, j'y pense souvent à me préparer à ne pas voir ce que j'ai pu voir par le passé et en avant, quoi. Et des trois, le plus dur techniquement, Loue, Doubs, Bienne, c'est chacun ses difficultés ou il y en a vraiment une des trois qui est plus compliquée? Pour moi, les poissons les plus durs, c'est les poissons du Doubs. Ouais. C'est des teignes. Parce que c'est les plus pratiqués ou par nature? Non, c'est les poissons qui sont plus capricieux, Ouais. qui sont dans lequel le Doubs, tu as besoin de plus de bagages techniques pour... tu vas... Voilà, je te donne un exemple. Pour aller chercher une 50 plus dans le Doubs, voilà, tu vas chercher et tu vas ramer. Ouais. Tu vas ramer pour la 50 sur le Doubs. Alors que sur la Bienne, les 50,
Ça, c'est vrai qu'on le dit souvent. Alors, Mais pourquoi moi, je l'ai entendu de tous les niveaux. Hein, des confirmés, des débutants. J'ai vu des débutants qui ont débarqué sur la Bienne, qui ont fait 5 truites de 50 dans la journée. Pourquoi elles sont faux-folles comme ça, des fois, sur la Bienne et pas ailleurs Parce que c'est des caveuses et elles sortent. Parce qu'il y a un vrai truc sur la Bienne, que quand t'es au bon moment, au bon endroit sur la Bienne, c'est champagne, quoi. ah non, au bon moment, au bon endroit sur la Bienne, c'est... Tu te dis... Comment il avait dit? Tu te dis, moi, mais je veux faire que ça. Moi, toute ma vie, je veux faire que ça. Ouais, c'est que vraiment... C'est... Après, quand c'est trop facile, c'est pas cool non plus. Ouais, Moi, j'ai des souvenirs à Lavancia, en ouais. plein milieu, avant la réserve, où on était plein milieu de l'eau, et puis t'avais des ombres qui gobaient en plein milieu. Alors, les ombres, je les pêche pas. Et voilà, là, c'était des beaux ombres, puis on en a pris quelques-uns, puis dans les bordures, c'était les truites. Et puis j'ai un souvenir, il y a Rodrigo, mon frérot, il me prend, en bordure, on était sûr que c'était une truite. Parce que les ombres, ils sont plein milieu, les truites sont en bordure. Mm. Il y avait un gobage, moi j'aurais pu jurer, j'aurais pu mettre 100 balles, c'est une belle truite. Puis, il essaye, Baitis, March Brown et tout, il essaye 2-3 mouches, puis pour finir, il met une émergente de mouche de mai en taille 8, Oh putain, en 10 centièmes. le paquebot, ouais. En 10 centièmes. Ouais. Et moi, je lui dis, mais t'as envie de la péter? Il me dit, mais non, je vais ferrer doucement. Mais tu me crois pas. Il me sort un ombre monstrueux. Ouais. Mais C'est vrai que sur la Bienne, c'est réputé, il y a des ombres énormes. Même Alors- s'ils sont, je sais pas si c'est interdit Alors- ou pas, parce que tu fais du no-kill, mais apparemment, il y a des ombres énormes sur la Bienne. alors, de ce qu'on m'a dit, il en reste, moi, cette année, j'en ai vu très peu. Cette année, j'ai vu un truc positif. J'ai vu beaucoup de petites truites. Des poissons de 30 et quelques, j'en ai vu pas mal. Ça faisait très longtemps que j'en voyais pas autant de petits poissons. Et des ombres, j'en ai pas vu. Je vais pas dire des bêtises. Après, j'ai pas été tôt dans la saison. J'ai fait la fin de saison et le mois de juillet, le mois d'août. Plus tôt dans la saison, je sais qu'il y a des copains qui en ont pris, qui en ont vu. Moi, j'en ai pas vu. Après, je les cherche pas, tu vois. Ouais. C'est pas les endroits où il y en a, j'y vais quasiment pas. Mais justement, explique-nous le challenge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent les ombres, qui les aiment, et ça, je sais que tu respectes, même qu'on aime les barbeaux, les ombres, c'est un choix. Mais toi, c'est la truite, tu la places vraiment au-dessus, sans faire du racisme hein, vis-à-vis de l'ombre, parce que c'est le pur challenge. La truite zébrée vis-à-vis de l'ombre, c'est vraiment le challenge optimal, quoi. C'est l'ultime poisson, quoi. C'est une fois de plus, on revient sur la dérive et sur la technique que tu utilises pour faire tes dérives et les poser qui vont donner des bonnes dérives. Les ombres, Si t'es têtu, t'y arrives, quoi. t'es têtu, tu vas le prendre. Ouais. C'est pour ça que ça t'intéresse pas, parce que c'est une histoire de persévérance, quoi. Ah bah À un moment, la persévérance dépasse la technique. acharnement. Ouais, voilà, acharnement. Je pense que c'est le bon mot. Ouais. Parce que l'ombre, il reste là et puis après, ce qui m'a beaucoup travaillé il y a quelques années, Ouais. il y avait des personnes qui les prenaient d'une manière pas correcte. Ouais, je vois bien les dérives. Parce qu'un nombre, j'en ai vu des gars, par exemple, il y en a beaucoup, ils font des voyages en Bosnie, en Slovénie, machin, et puis ils prennent 30 poissons dans la journée, tous, ils sont là. Hmm. Alors, je te dis pas là, ils Ouais. sont là. Et puis, c'est quel mérite. Non, mais je comprends après sur Quel l'acharnement, mérite. comme tu dis. Ouais. Alors que la Fario, comme me disait Somaré, si t'as deux chances déjà, t'es. Sur des poissons éduqués, des poissons qui en ont vu passer des nymphes, qui en ont vu passer des pêcheurs, c'est, voilà, tu t'as imposé 2. Des fois, c'est rare, mais sur des beaux poissons, des fois 3. Et à l'inverse, les souvenirs de Fario que t'as attablés de malade, c'était sur du gamard, c'était sur de la fourmi. C'est quoi les frénésies que t'as déjà vu sur des Farios Sur, vraiment sur des nymphes de mouche de mai. Ah ouais. Ouais. Ouais, là, toujours la mouche de mai, ça c'est folie quoi. Non, mais sur des nymphes de mouche de mai, c'est là où tu as des beaux poissons qui sortent. Et puis, c'est un aimant à grosse truite. Les nymphes de mouche de mai, quand les poissons sont dessus, sur la haute rivière d'Ain, j'ai des souvenirs où je voyais, sans dire des bêtises, il y avait du monde sur la rivière. Je te parle des pêcheurs. Il y en avait vraiment du monde. Il y a un secteur,
En aval de Roche. Je sais pas si tu vois. Non, moi ça me dit rien. T'as Marigny-sur-Ain, non. Non, c'est en aval de Roche. Montigny, je veux dire, non, je connais pas. Il y a une chute et après ça fait un grand une sorte de petit lac, et puis en aval t'arrives sur, il y a un haut viaduc, il y a un viaduc 1 kilomètre plus bas, et là en remontant, écoute, il y avait je sais pas moi une quinzaine de pêcheurs sur 1 kilomètre. Il y avait un pêcheur tous les 20 mètres quoi. Mais éclosion de mouches de mai quoi. Ah ouais, éclosion de mouches de mai, tu pouvais pas parler, on était là comme ça, on se parlait, on aurait mangé. T'en bouffais par là. Ouais. Et puis, je vois tout le monde en sèche. Même le copain avec qui j'étais, tout le monde en sèche. Je me dis, tiens. Je me suis dit, tiens, je vais aller en aval d'un goulard, en aval d'un trou, dans un tyran. Voir s'il y a une ou deux mamans dans le trou, bah, il y a des nymphes il y a des mouches de mai qui sortent, donc où est-ce qu'elles se mettent pour manger? Bah, sur une des bordures, dans l'arrivée. Dans la veine nourricière. Voilà où ça arrive. Là où ça arrive, et puis bah, ça n'a pas loupé, quoi. J'arrive, le poisson il était là. Puis elle est jamais venue en surface. Je l'ai regardée pendant 40 minutes. Tu la voyais clairement prendre les nymphes de mai. Je la voyais bouffer, mais elle était au McDonald's, là. Puis il y avait quelqu'un qui lui balançait des frites. Puis elle était comme ça. Puis je la casse au ferrage, cette truite en 17. Putain, en 17, là, c'est... Ouais. Je la casse au ferrage. Moi, c'était le nœud. En nymphe de mai, faut y aller sur le diamètre. Ah ouais, là j'étais en 17 et je la casse au ferrage. J'ai ferré comme un... Mais donc, elles sont plus faciles à prendre en nymphe de mai qu'en sèche de mai? Ou alors c'est plus compliqué que ça? Alors, ces poissons-là, écoute, elles peuvent monter. Il y a des copains, des personnes que je connais qui les ont vus monter en sèche. Moi, j'en ai... Poisson sur la haute rivière d'Ain, poisson 60 plus, en sèche, je n'ai jamais vu. Ouais, elle reste suspecte sur les nymphes. Quoi. Ouais, tu prendras un poisson 10 fois en bas avant de la prendre en haut. Et tu penses quoi de cette théorie? Parce que moi, il y a un bon pêcheur qui m'a révolutionné un peu ma nymphe de mai, sachant que j'aime beaucoup monter des nymphes, et il m'a dit, Stan, tu les pêches en sèche. Et à l'époque, comme tout le monde, je pêchais beaucoup en sèche. Et ils m'ont dit, tu peux les attaquer en nymphe de mai dès le mois d'avril, hein, il y a des nymphes qui commencent à sortir fin avril. Et donc, il m'a dit, tu vas étendre ta pêche en mouche de mai. C'est-à-dire qu'en sèche, qui est magnifique, ce que je respecte. Mais il m'a dit, si tu commences en nymphe de mai, que t'en proposes une mi-avril, une nymphe de mai bien placée, jusque fin juin, il n'y a pas de raison. Donc, en fait, tu t'étends ta période de mouche de mai, quoi, qui est tellement précieuse, quoi. La nymphe de mouche de mai, elle est tellement magique qu'au pont du Navois, sur la haute rivière d'Ain, classique, ouais. Parcours des riverains, Sommaré, tu en as parlé d'ailleurs. Mois d'août, il y a des copains qui sont là, tout le monde en 10 et en 12 centièmes, micro-nymphes, taille 20, 22. On est arrivé, c'est drôle, on est arrivé avec Yann, on pêchait avec des nymphes en taille 8, en 17, 8. C'est la taille normale, hein, d'une nymphe de mai. Pour le mois d'août... mois d'août, non, mais d'une nymphe de mai, ouais. Ouais, non, mais au mois d'août, étiage, hein. Puis les poissons, ils étaient là. Tu sais, on arrive, les poissons, et ça arrive rarement, hein, mais les mamans étaient d'or. Ah ouais. On arrive sur le pont, oh, putain. Ouais, elle t'a fixé direct. Ah non, mais là, on a vu, putain, il y a du monde là. Puis c'était que des beaux poissons d'or. On arrive, on voit les gars et tout machin, tout le monde en 10 centièmes, en 12, micro-nymphes. L'étiage, quoi. Je sais plus... Mais je sais qu'après, on en a parlé. Bon, Yann, il venait de commencer, ça faisait 1 an, je crois, qu'il avait commencé à la pêche à la mouche. Écoute, lui, encore aujourd'hui, on en parle de ça, parce que ça nous est plus jamais arrivé. Ouais. On a quand même beaucoup pêché ensemble, parce que je me suis... voilà, je l'ai quand même bien aiguillé dans la pêche à la mouche. Et c'est la seule fois où on est arrivé comme ça, au mois d'août, et puis on a pêché en 17-8, en plein mois d'août. Alors que tout le monde pêchait en 10 centièmes, personne prenait un poisson. Il y a eu un gars en face, du côté de l'hôtel, qui avait pris un poisson en aval. Et puis je ne sais plus s'il l'a sorti ou pas. Nous, on a fait la bordure en face, en descendant. Et Yann, sans savoir ni lire ni écrire, il casse 2 poissons en 17-8. Hein. Putain. Mais en 15 minutes.
il me casse 2 poissons de 60. Mais sur quelle mouche? Des nymphes de mai? Des nymphes de mouche de mai. Mais comment vous avez eu l'idée en plein étiage de péter des nymphes de mai? Alors, il y avait une ou deux mouches qui volaient comme ça, tu vois. Puis je lui ai dit, écoute, mets une nymphe de mouche de mai. Puis, alors, lui, il en casse 2 en 15 minutes, et moi, je casse un poisson en 15 à la cuivre. Cuivre en taille 10. Costaud. Ouais. Cuivre géante. Et puis, j'ai plus jamais eu une journée comme ça, un moment comme ça, je l'ai plus jamais eu. Là, c'est des anomalies des fois. Ah non, mais des fois, puis tu voyais les gars, puis il y en a un qui vient, ouais, tu pêches à quoi? Puis ton copain, il pêche à quoi? À la nymphe. Et tes nymphes de mai, tu les as là? On peut montrer un peu? Ouais, écoute, j'en ai une ou deux là. Attends, alors, c'est la boîte claire, je te l'ai passée avant. Parce qu'il y a tellement de boîtes. Elle est là. Ah, c'est la même. Tiens, remontre. Voilà. On va faire un petit zoom sur les nymphes de mai. Attends, je vais t'en sortir deux. Attends, on va montrer la boîte à la caméra. Ce côté-là, non, pas trop. Il y a un côté qu'on montre pas, t'inquiète pas, on Voilà. respecte là. Là, je peux te les montrer comme ça. Je t'en ai pris Ouh deux. là là, mais moi je fais des avions de chasse, moi. C'est de la petite nymphe de mai, ça. Putain, elles sont belles. Hein. Alors, je sais pas si je peux mettre un. Je dois en Cameraman, t'arrives à faire le point? Je dois en avoir d'autres là. Alors, sur le corps, on est sur un dubbing C'est de l'antron. lantron, un peu plus synthétique. Tu cercles avec le faisan? Non, je cercle avec le vinyle rib. Vas-y, caméraman, je bouge plus. Ah ouais, tu vois, je me suis fait avoir. Je croyais que c'était le faisan, c'est du vinyle rib brun. Très bien. Et le thorax, tu rabats du... Alors, Je vois pas soit que du bonjour, tu raffia, rabats du- soit du faisan. Ah, la raffia, c'est intéressant. C'est peut-être plus solide que le faisan, ouais. Mm. Putain, il a une belle couleur, ton entron, parce qu'il tire un poil sur le moutarde. Des cercles en faisan ou je rêve? C'est des cercles en faisan. Ok, très bien. Petit vernis sur la tête. Exact. Très beau. Ah, le vernis, il est important sur la nymphe de mai parce que ça fait quand même un thorax un peu plus imposant. Putain, elles sont Ouais. belles. Hein. Et puis l'hameçon fort de fer. Hein. C'est du Tiemco quoi, ça? 9300. Yaï. Ouais, là... ouais, Ah là, bah, écoute, Là, tu sors... ouais, tu sors une 70, une 80 avec ça, je pense. Hein, parce Bah que- écoute, moi, après les tiges longues, je les ai éliminées. Ouais, c'est très bon. Alors, ouais, on en venait du Tiemco, je te les mets là. Du Tiemco 100BL, la tige longue. Qu'est-ce qui t'a gêné sur la longueur de la tige? C'est trop de décrochés? Non, c'est même pas ça. J'ai préféré éliminer cet hameçon, Ouais. cette longueur. Ça respecte plus la taille réelle de la Ouais. larve. Ouais, les proportions, ouais. Mais moi, par élimination, À force de pratiquer au bord à de l'eau. force, Ouais. j'ai préféré les supprimer parce que ça me faisait trop de modèles en fait. Mais putain, elles sont quand même petites si je peux me permettre. Parce que dans la nature, elles sont plus grosses que ça. Mais c'est parce qu'elles sont éduquées. Pourquoi tu les pêches aussi petites, tes nymphes de mai, putain? Parce que moi, c'est des langoustines, hein, mes nymphes de mai. Ah non, putain. mais tu vas... Moi, voilà, j'ai préféré éliminer les longues tiges. Ouais, au niveau de J'ai la remarqué que sur des poissons éduqués, le poisson, il va venir plus facilement sur des tailles plus modestes. longueur. Ouais, bah, on en revient à se marier, c'est ce qu'il dit. Quand tu vois les tailles moyennes, ouais, c'est... Ouais, ce qu'il disait, Père Hachon, il y a 30 ans, il pêchait déjà tout ça petit. n'a pas quoi. changé. Hein. Ouais, ça n'a pas changé, c'est un truc. Pas de changé. fou, quoi. Puis souvent, sur des zébrés, que ce soit. Ouais, on est quand même sur des zébrés méga éduqués. C'est quand Alors, même- tu vois, quand ces poissons-là, souvent, t'as déjà entendu parler des nymphes feuilles de salade? Non, mais ça m'intéresse. Non, ça, du coup, j'ai jamais entendu. Nymphes feuilles de salade. Vas-y, tu peux m'en parler, ça m'intéresse. Là, pour le coup, j'ai jamais entendu parler. Visualise une faisantaille Ouais, classique Ouais. avec des cercles 2 fois trop longs. d'accord. Ah, ok. Alors, ça vient de la personne qui m'a mis une canne à mouche dans les mains. Lui, à chaque fois que je faisais, quand il y avait quelqu'un, moi y compris, qui faisait une nymphe avec des cercles trop longs, il disait dégage avec tes feuilles à salade là. Ouais. Parce que c'est la même chose. Pour les truites, c'est la même chose. Quand tu manges un burger et puis que tu as un bout de Ouais, salade ouais, qui traîne, ouais. de côté, bah, les truites, les zébrés, des fois elles sont postées, elles ouvrent tellement petit Hmm. la bouche. Ouais, c'est vrai que c'est juste Tu un, vois- un sourire comme ça. Tu vois même pas Ouais, qu'elle a c'est- ouvert. C'est vrai. Et puis si tu as des cercles qui sont trop longs et puis qui leur tapent là, C'est vrai. tu peux être sûr qu'un poisson éduqué, elle te la souffle C'est vrai.
Elle l'a prise et elle l'a soufflée, t'as rien vu. Et c'est vrai pour les pheasant-tail et le courant, moi qui pêche beaucoup au fil, mon maître à moi qui m'a dit, Yannick, je me souviens, il y a 10 ans, il m'a dit, sont parfaites tes pheasant-tail, mais là, les cercles, tu peux foutre à la poubelle parce que même dans les courants, la cercle, elle va arriver en premier, elle va faire effet repoussoir en fait. Parce que même si elle va la prendre, c'est Elle les tellement souffle. long dans les proportions Elle les souffle. que ça arrive en premier et hop, la cercle, elle peut te faire rater. Quand il y a très peu de courant, Mm. voire pas de courant du tout, elle Ouais. les souffle et t'as rien vu. Ouais. Ou si tu es sur des poissons ultra faciles, on s'en fout. Mais là, t'es quand même sur des poissons qui réfléchissent. Pas des poissons qui en ont vu. Ouais. Et quand elles prennent une nymphe, moi j'aime bien prendre les poissons et quand elles prennent les nymphes en sécurité. Ouais, Qu'elles les prennent, Qu'elles les prennent pas en panique, quoi, ouais. tu sais, elle la prend Avec confiance. en confiance. Ouais. Elle la prend en confiance. Souvent, quand elles la prennent vraiment en confiance, tu as le temps de ferrer 3 fois. Ouais. Parce qu'elle l'a pris en confiance. Ouais. Plac. Puis Elle doute pas, quoi. elle se doute de rien. Ouais. Alors que si elle vient passer le truc, qu'elle est déjà en panique, t'es sûr que ça peut rater. Quand elle vient puis qu'elle regarde, là c'est déjà autre chose quoi. Maintenant, on va attaquer une partie importante. Niveau matos, sur le classique, ça peut être pareil pour la Sorgue, pour la Touvre, le Doux, la Bienne. Faisons un peu ta revue de matos. Donc, la canne déjà, parce que hors caméra, tu m'as parlé de Redington, tout ça, ça m'a étonné. Donne-nous tes cannes de base pour pêche à vue des truites, classique français, Sorgue, Touvre, Loup, Bienne. Dis-moi tes classiques. Mes classiques. Aujourd'hui, sont Redington NTI, Nano Titanium. Ouais. 9 pieds soit 5, 9 pieds soit 6. Ok, stop. Pourquoi cette canne? J'en ai jamais entendu parler. Pourquoi Redington? Pourquoi ces modèles? Alors, Pourquoi... c'est un des premiers modèles qui a incorporé du titanium. Ok. C'est une canne qui a eu, c'était une canne dite une canne de riche parce qu'elle était horriblement chère, très légère, extrêmement rapide. Et c'est une canne qui m'a apporté des compensations non seulement à la précision, mais au timing. Elle est tellement rapide qu'elle compense énormément. Même si tu foires un petit peu ton lancer arrière, même si tu foires un petit peu ton arrêt pour bien dérouler, elle est tellement rapide qu'elle compense. Et c'est une canne si tu veux poser juste avec ton corps de paddling, juste faire un posé parachuté juste, tu es obligé d'être dans le timing. Mhm. Parce que si tu la massacres juste, bah, y a tout qui va être tendu. Ton corps de paddling et ta pointe, même si ta pointe elle fait 4 mètres, elle va être tendue. Alors que si ton timing est juste, si ton arrêt à l'arrière il est juste, ton arrêt devant il est juste, et que tu amortis ton arrêt pour faire que ton paddling va se détendre correctement avec l'amorti pour le parachute, pour que ta nymphe puisse se poser et dériver en dérive morte, elle t'oblige à pêcher juste. Donc là, on n'a pas de marketing. Là. L'ajout du titanium, pour toi, de ce que tu as pratiqué, ouais, on a quelque chose sur... ouais. Alors, celle-là, ce modèle de canne, pour moi, elle me convient pour ces raisons-là. Et c'est une canne que moi, je l'ai pratiquée 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je le fais encore maintenant, depuis des années maintenant. Je la prends 1 an, 2 ans, et je l'utilise qu'elle. La 5 et la 6, mais je n'utilise qu'elle. Et tout d'un coup, je fais une coupure. Je passe à la GLX. D'accord. Donc toi aussi, la GLX, alors pourquoi... 9 pieds soit 6. Ouais. Et pourquoi la GLX? Parce qu'elle ressort tellement souvent. C'est la seule canne, pour moi, c'est la seule canne qui à mon niveau, hein, j'en connais, hein, qui ont des niveaux 10 fois supérieurs. Moi, c'est la canne avec laquelle je dis pas que ce soit un fait, mais c'est celle qui me donne la sensation de contrôle et de précision opposée. Le plus grand contrôle sur le corps du paddling. Pas sur la pointe, mais sur le corps du paddling. Ok. Tu peux... La grande majorité des gens avec qui j'ai pêché et que j'ai amené à la pêche et que j'ai essayé de leur montrer un petit peu ce que je fais, souvent, les gens, ils pêchent un peu, tu vois, puis ils ont une sensation de précision. Et puis ils pêchent et ils prennent des poissons, il n'y a pas de souci, ça va.
Tu leur montres le poisson, tu leur dis comment faire, et ça va très vite. Et quand tu leur montres bien, et puis que il faut avoir un minimum le don d'apprendre, de bien expliquer. Ça, je sais que, par expérience, je sais que je l'ai et je le fais assez bien. J'en ai 2, 3, 4 copains qui peuvent te le dire. Cette canne-là, quand je la mets dans la main de quelqu'un qui débute, il va lancer avec, il va dire, elle lance toute seule. Ouais. Alors que c'est une canne qui est technique, et pour que tu puisses gérer ton paddling, il faut avoir un timing déjà assez calé. Et c'est la seule canne qui te donne, pour moi, qui me donne ce contrôle sur le corps du paddling et pas sur la pointe. Donc c'est Loomis et Redington, des trucs de base, t'as pas... Loomis, Redington. Cette année, pour la première fois, j'ai fait la fin de saison avec la 9 pieds SWAT 7 GLX classique. Très grosse surprise. Très grosse surprise. Je m'y attendais pas du tout. Une gestion du corps du paddling et des pointes exceptionnelles. Et puis, ferrage. Ok. C'est la Ferrari, quoi. Et si on passe sur les soies, du coup Lee Wolf. Ah Triangle Taper, Lee Wolf. C'est les TT, ok, ouais. D'accord. Là-dessus, t'as sans discussion, ouais. Ça fait 15 ans, et puis pourquoi je vais changer? Pourquoi je vais chercher autre chose? Ça va super. Donc ça, c'est bien. Les moulinets, peut-être t'as une différence sur les lacustres et sur les farios de base, j'imagine. Écoute, il faut un moulinet avec un frein, oui. Moi, j'ai les Force 7 de Loop, ou alors le traditionnel de Loop. C'est le premier moulinet que j'ai eu. Putain, ils reviennent souvent, ceux-là aussi. Ouais. Bah écoute, c'est le large arbor, puis c'est de la bonne cam, quoi. Puis ça tient la route, je veux dire, t'as un poisson. Ah, sur les lacustres, j'imagine que le frein, tu dois écoute, connaître un rayon, parce que putain, les départs... Là, il faut que le frein, il faut qu'il soit réglé, parce que les perruques, ça pardonne pas. Ouais, c'est ça. Tu peux pas te permettre d'avoir un truc qui après, part en vrille. Après, j'ai aussi Guideline Fario, qui est très très bon. Le moulinet Guideline Fario? Ouais, le Guideline Fario. Okay. Il est très bon, même si j'ai eu des petits soucis avec le frein. Mais ils ont eu... je les ai contactés. En fait, la bobine, elle est sortie, puis la molette à l'intérieur, partie. Ah ouais, ça c'est la merde. Je les ai appelés, j'ai envoyé un email. Et après, je les ai appelés. Une semaine, j'avais le roulement à la ça a l'air maison. d'une boîte très sérieuse. Un Guideline, de ce que j'en vois, ça a l'air très sérieux. Ça, ouais. Après, les Lamson sont très bien aussi. Ouais, là, on est plus... Mais le Force, ou la Force, je sais plus combien, là. Il est très très bien. Il y en a un que j'ai pris chez Miguel, chez Royal Pêche. Ouais, donc il est vraiment achalandé, Miguel. Non, mais Miguel, t'as besoin d'un truc, tu le contactes. C'est magasin super. Donc le moulin, la canne, la soie. Maintenant, la question qui intéresse tout le monde, tes paddling. Maxima, cuit, recuit, marabouté, c'est quoi? Maxima, cuit. Ouais. Ouais, ça revient aussi souvent, ça. Pareil, comme ce marin nous a dit, souplesse, élasticité, tout ça. Ouais. Et toi, comment tu gères ton porte-pointe, du coup? Tu recroques dedans, qu'est-ce que tu fous? Tu sais que je t'ai posé la question. Ouais. Et j'ai toujours pas compris. Ouais, mais moi, je suis pas un pêcheur en infafu comme vous. Ouais. Par contre, ce marin, il l'a bien compris. Ouais, bah écoute, moi, j'ai toujours pas compris ce que vous avez parlé. Je te réexplique. Parce que c'est basé sur la nymphophile, mais le concept, il est le même. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai compris vite, même en sèche, c'est que quand je croquais dans mon porte-pointe, ça me rendait dingue, parce que je voulais, comme toi, de la stabilité dans mon paddling pour pouvoir répéter les mêmes choses. Oh. Et du coup, la butée, ce qu'on m'a montré, c'est en fait un moignon qui est un demi-nœud sur lequel tu vas recoller un autre demi-nœud. Alors, c'est tellement simple, je vais réexpliquer, parce que c'est vrai que c'est compliqué à comprendre tellement c'est simple. Ta butée, c'est un moignon qui ne va pas bouger. C'est-à-dire, c'est un demi-nœud. C'est un tubercule sur le nylon, donc c'est un demi-nœud qui bouge jamais. C'est un nœud que tu fais simple sur un bout de nylon. Ouais. Et à ça, à chaque fois, tu vas accoler un autre demi-nœud. Donc, tu as ta butée qui est là, et à chaque fois, tu vas recoller un demi-nœud. Et quand tu casses la chose, ta butée, elle bouge jamais, puisque c'est un nœud d'une seule entité sur le nylon. C'est tellement dur à comprendre, parce que j'étais soufflé que ce marais le prenne pour la nymphe à vue, parce qu'effectivement, après, tu croques jamais dans le porte-pointe, puisque ta butée, c'est un demi-nœud.
auquel tu vas coller un autre demi-nœud. C'est un demi-nœud de chirurgien à la butée qui bougera jamais. Et à chaque fois, tu vas accoler un demi-nœud. Mais je te réexpliquerai, mais toi, du coup, tu utilises quoi? Moi, c'est la boucle. Ah ouais, t'es toujours en micro-boucle? Ouais. Ok. Non, il y a des tonnes de gens qui l'utilisent aussi, mais Bon, il y a micro-boucle et micro-boucle. Parce que, parle-nous de ta micro-boucle, parce qu'il y a plein de manières de la faire. Micro-boucle, je la fais sur un hameçon sans ardillant. Ah ouais, tu vois, c'est intéressant, ça, déjà. Et puis, je la fais 15 fois dans la journée. Quoi. Ah, mais c'est vraiment une micro-boucle, quoi. Ouais, mais je la fais 15 fois dans la journée. Puis, Ouais, mais tu manges dans ton porte-pointe, alors. oui, je mange dans mon porte-pointe, il n'y a aucun souci. Et à un moment, tu rattrapes à chaque fois la misère derrière sur le Alors, porte-pointe. je rattrape. Ouais, au bout d'un moment, je rattrape, mais bon, j'ai quand même un porte-pointe assez grand, exprès. Pour pas qu'il nique toute la dynamique de ton Voilà, machine, quoi. voilà, mais je me suis adapté à avoir un porte-pointe qui fait 1 mètre. Mais du coup, ton badline pour les lacustres et pour des farios classiques, il a C'est rien à exactement voir. le même. Tu peux aussi bien pêcher avec le même badline une lacustre de 80 Exactement qu'une le fario de même. 40. Exactement le même. Putain, mais ton porte-pointe, il est en quel diamètre? Exactement le même. En 20? Bah écoute, mon badling pour les lacustres, c'est exactement. La physique de ce badling, c'est exactement le même que pour aller pêcher en rivière. Simplement, les diamètres sont différents. Ouais, voilà. Ah oui, voilà, la dynamique, non, mais ce que je disais. Mais Et mon badling, c'est le même. Ouais, je suis d'accord, mais ton porte-pointe sur le doux, il va être en 16, 14, non? Alors, je pêche en 15, beaucoup, et en 14. Mais surtout en 15, et mon porte-pointe en 17. Ok, ouais, je vois. Toujours 17, donc il y a un 7, donc c'est 70 cm de 17. Mais sur les lacustres, ton porte-pointe... Mon porte-pointe, c'est du 25, Voilà. et puis je suis en 20 ou en Ouais. 17. Ouais, voilà, on est sur une autre dimension. Mais la dynamique du badline reste la même. Ouais. La dynamique pour que reste tu exacte. répètes le même... Mon timing reste Ouais, le même. ouais, c'est ça qui est intéressant. Mais tu fais varier juste les diamètres vis-à-vis de la taille des poissons. Mais mon timing au déroulé reste le même. Ouais. Et ton raccord soit badline, toi tu fais quoi? C'est exactement le même que Somaré, c'est Ouais. percé à l'aiguille avec 2 tours derrière. Pour rassurer, ouais. Voilà, j'en ai perdu des blanches hein, avec ça. Ouais, j'imagine. Parce que après, moi je passais l'aiguille, je sortais derrière, je faisais la petite Ouais, la petite boulot. boulette au Et briquet, puis là. je pinçais avec une pince plate Ouais, au milieu de centimètres qui Ouais. allait rester dans la soie. Je le pinçais, le 40 ou le 45, pour qu'il y ait de la cyano qui reste dedans. ouais, je le faisais aussi, moi, ça. Ouais, Donc, mais- la cyano, elle se glisse dans le truc. Ouais. Moi, j'attaquais pas des poissons de 80, à l'inverse de toi, mais c'est sûr qu'à un moment, Ah non, sur mais- des poissons énormes. Mais j'en ai perdu. Mais... ouah. Bon, on va marquer une petite pause et on revient pour changer de thématique. Ok? Avec grand plaisir. Amis pêcheurs à la mouche, à tout de suite.